Chapitre V de Le portrait de Dorian Gray. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Christiane Jehanne. Le portrait de Dorian Gray par Oscar Wilde. Traduit par Eugène Tardieu. Chapitre V. Mère, mère, que je suis contente, soupirait la jeune fille, ensevelissant sa figure dans le tablier de la vieille femme, aux traits fatigués et flétris, qui, le dos tourné à la claire lumière des fenêtres, était assise dans l'unique fauteuil du petit salon pauvre. Je suis si contente, répétait-elle. Il faut que vous soyez contente aussi. Madame Vane tressaillit et posa ses mains maigres et blanchies au bismuth sur la tête de sa fille. Contente, répéta-t-elle. Je ne suis contente, Sibyl, que lorsque je vous vois jouer. Vous ne devez pas penser à autre chose. Monsieur Isaac a été très bon pour nous et nous lui devons de l'argent. La jeune fille leva une tête boudeuse. De l'argent, mère, s'écria-t-elle. Qu'est-ce que ça veut dire? L'amour vaut mieux que l'argent. Monsieur Isaac nous a avancé 50 livres pour payer nos dettes et pour acheter un costume convenable à James. Vous ne devez pas oublier cela, Sibyl. 50 livres font une grosse somme. Monsieur Isaac a été très aimable. Ce n'est pas un gentleman, mère, et je déteste la manière dont il me parle, dit la jeune fille, se levant et se dirigeant vers la fenêtre. Je ne sais pas comment nous nous en serions tirés sans lui, répliqua la vieille femme en gémissant. Sibyl Vane secoua la tête et se mit à rire. Nous n'aurons plus besoin de lui désormais, mère. Le prince charmant s'occupe de nous. Elle s'arrêta, une rougeur secoua son sang et enflamma ses joues. Une respiration haletante entr'ouvrit les pétales de ses lèvres tremblantes. Un vent chaud de passion sembla l'envelopper et agiter les plis gracieux de sa robe. Je l'aime, dit-elle simplement. Folle enfant, folle enfant, fut la réponse, accentuée d'un geste grotesque des doigts recourbés et chargés de faux bijoux de la vieille. L'enfant rit encore. La joie d'un oiseau en cage était dans sa voix. Ses yeux saisissaient la mélodie, ils la répercutaient par leur éclat. Puis ils se fermaient un instant, comme pour garder leur secret. Quand ils s'ouvrirent de nouveau, la brume d'un rêve avait passé sur eux. La sagesse, aux lèvres minces, lui parlait dans le vieux fauteuil, lui soufflant cette prudence inscrite au livre de couardise sous le nom de sens commun. Elle n'écoutait pas. Elle était libre dans la prison de sa passion. Son prince, le prince charmant, était avec elle. Elle avait recouru à la mémoire pour le reconstituer. Elle avait envoyé son âme à sa recherche et il était venu. Ses baisers brûlaient ses lèvres. Ses paupières étaient chaudes de son souffle. Alors la sagesse changea de méthode et parla d'enquête et d'espionnage. Le jeune homme pouvait être riche, et dans ce cas on pourrait songer au mariage. Contre la coquille de son oreille se mouraient les vagues de la ruse humaine. Les traits astucieux la criblaient. Elle s'aperçut que les lèvres fines remuaient, et elle sourit. Soudain elle éprouva le besoin de parler. Le monologue de la vieille la gênait. « Mère, mère !» s'écria-t-elle. « Pourquoi m'aime-t-il tant? Moi, je sais pourquoi je l'aime. C'est parce qu'il est tel que pourrait être l'amour lui-même. Mais que voit-il en moi? Je ne suis pas digne de lui. Et cependant, je ne saurais dire pourquoi, tout en me trouvant fort inférieure à lui, je ne me sens pas humble. Je suis fière, extrêmement fière. Mère, aimiez-vous mon père comme j'aime le prince charmant? La vieille femme pâlit sous la couche de poudre qui couvrait ses joues, et ses lèvres desséchées se tordirent dans un effort douloureux. Sibyl courut à elle, entoura son cou de ses bras et l'embrassa. « Pardon, mère, je sais que cela vous peine de parler de notre père, mais ce n'est que parce que vous l'aimiez trop. Ne soyez pas si triste. Je suis aussi heureuse aujourd'hui que vous l'étiez il y a 20 ans. Ah, puissais-je être toujours heureuse? Mon enfant, vous êtes beaucoup trop jeune pour songer à l'amour. Et puis, que savez-vous de ce jeune homme? Vous ignorez même son nom. Tout cela est bien fâcheux, et vraiment, au moment où James va partir en Australie, et où j'ai tant de soucis, je trouve que vous devriez vous montrer moins inconsidéré. Cependant, comme je l'ai déjà dit, s'il est riche... Oh mère, mère, laissez-moi être heureuse!
Madame Vane la regarda, et avec un de ces faux gestes scéniques qui deviennent si souvent comme une seconde nature chez les acteurs, elle serra sa fille entre ses bras. À ce moment la porte s'ouvrit et un jeune garçon aux cheveux bruns hérissés entra dans la chambre. Il avait la figure pleine, de grands pieds et de grandes mains, et quelque chose de brutal dans ses mouvements. Il n'avait pas la distinction de sa sœur. On eût eu peine à croire à la proche parenté qui les unissait. Madame Vane fixa les yeux sur lui et accentua son sourire. Elle élevait mentalement son fils à la dignité d'un auditoire. Elle était certaine que ce tableau devait être touchant. « Vous devriez garder un peu de vos baisers pour moi, Sibyl, dit le jeune homme avec un grognement amical. « Ah, mais vous n'aimez pas qu'on vous embrasse, Jim, s'écria-t-elle. Vous êtes un vilain vieil ours. Et elle se mit à courir dans la chambre et à le pincer. James Vane regarda sa sœur avec tendresse. « Je voudrais que vous veniez vous promener avec moi, Sibyl. Je crois bien que je ne reverrai plus jamais ce vilain Londres, et certes, je n'y tiens pas. »« Mon fils, ne dites pas d'aussi tristes choses, » murmura madame Vane, ramassant, en soupirant, un prétentieux costume de théâtre et se mettant à le raccommoder. Elle était un peu désappointée de ce qu'il était arrivé trop tard pour se joindre au groupe de tout à l'heure. Il aurait augmenté le pathétique de la situation. « Pourquoi pas, mère, je le pense. Vous me peinez, mon fils. J'espère que vous reviendrez d'Australie avec une belle position. Je crois qu'il n'y a aucune société dans les colonies, ou rien de ce qu'on peut appeler une société. Aussi, quand vous aurez fait fortune, reviendrez-vous prendre votre place à Londres. » « La société, » murmura le jeune homme. « Je ne veux rien en connaître. Je voudrais assez gagner d'argent pour vous faire quitter le théâtre, vous et Sibyl. Je le hais. »« Oh, Jim, » dit Sibyl en riant, « que vous êtes peu aimable. Mais venez-vous réellement promener avec moi ? Ce serait gentil. Je craignais que vous n'alliez dire au revoir à quelques-uns de vos amis, à Tom Hardy, qui vous a donné cette horrible pipe, ou à Ned Langton, qui se moque de vous quand vous la fumez. C'est très aimable de votre part de m'avoir conservé votre dernier après-midi. Où irons-nous, si nous allions au parc ? » « Je suis trop râpé, » répliqua-t-il en se renfrognant. « Il n'y a que les gens chics qui vont au parc. »« Quelle bêtise, Jim !» soupira-t-elle en passant la main sur la manche de son veston. Il hésita un moment. « Je veux bien, » dit-il enfin, « mais ne soyez pas trop longtemps à votre toilette. » Elle sortit en dansant. On put l'entendre chanter en montant l'escalier, et ses petits pieds trottinèrent au-dessus. Il parcourut la chambre 2 ou 3 fois, puis se tournant vers la vieille, immobile dans son fauteuil, « Mère, mes affaires sont-elles préparées ?» demanda-t-il. « Tout est prêt, James, » répondit-elle, les yeux sur son ouvrage. Pendant des mois, elle s'était sentie mal à l'aise lorsqu'elle se trouvait seule avec ce fils dur et sévère. Sa légèreté naturelle se troublait lorsque leurs yeux se rencontraient. Elle se demandait toujours s'il ne soupçonnait rien. Comme il ne faisait aucune observation, le silence lui devint intolérable. Elle commença à geindre. Les femmes se défendent en attaquant, de même qu'elles attaquent par d'étranges et soudaines défaites. « J'espère que vous serez satisfait de votre existence d'outre-mer, James, » dit-elle. « Il faut vous souvenir que vous l'avez choisie vous-même. Vous auriez pu entrer dans l'étude d'un avoué. Les avoués sont une classe très respectable, et souvent à la campagne ils dînent dans les meilleures familles. »« Je hais les bureaux et je hais les employés, » répliqua-t-il. « Mais vous avez tout à fait raison. J'ai choisi moi-même mon genre de vie. Tout ce que je puis vous dire, c'est de veiller sur Sibyl. Ne permettez pas qu'il lui arrive malheur. Mère, il faut que vous veilliez sur elle. »« James, vous parlez étrangement. Sans doute je veille sur Sibyl. J'ai entendu dire qu'un monsieur venait chaque soir au théâtre et passait dans la coulisse pour lui parler. Est-ce bien ? Qu'est-ce que cela veut dire ? » « Vous parlez de choses que vous ne comprenez pas, James. Dans notre profession, nous sommes habitués à recevoir beaucoup d'hommages. Moi-même, dans le temps, j'ai reçu bien des fleurs. C'était lorsque notre art était vraiment compris. Quant à Sibyl, je ne puis encore savoir si son attachement est sérieux ou non, mais il n'est pas douteux que le jeune homme en question ne soit un parfait gentleman. Il est toujours extrêmement poli avec moi. De plus, il a l'air d'être riche, et les fleurs qu'il envoie sont délicieuses. Vous ne savez pas son nom pourtant, dit-il âprement. Non, répondit placidement la mère. Il n'a pas encore révélé son nom. Je crois que c'est très romanesque de sa part. C'est probablement un membre de l'aristocratie.
James Vane se mordit la lèvre. Veillez sur Sibyl, mère, s'écria-t-il, veillez sur elle. Mon fils, vous me désespérez. Sibyl est toujours sous ma surveillance particulière. Sûrement, si ce gentleman est riche, il n'y a aucune raison pour qu'elle ne contracte pas une alliance avec lui. Je pense que c'est un aristocrate. Il en a toutes les apparences, je dois dire. Cela pourrait être un brillant mariage pour Sibyl. Il ferait un charmant couple. Ses allures sont tout à fait à son avantage. Tout le monde les a remarquées. Le jeune homme grommela quelques mots et se mit à tambouriner sur les vitres avec ses doigts épais. Il se retournait pour dire quelque chose lorsque Sibyl entra en courant. Comme vous êtes sérieux tous les deux, dit-elle. Qu'y a-t-il? Rien, répondit-il. Je crois qu'on doit être sérieux quelquefois. Au revoir, mère. Je dînerai à 5 heures. Tout est emballé, excepté mes chemises. Aussi ne vous inquiétez pas. Au revoir, mon fils, dit-elle avec un salut théâtral. Elle était très ennuyée du ton qu'il avait pris avec elle, et quelque chose dans son regard l'avait effrayée. Embrassez-moi, mère, dit la jeune fille. Ses lèvres en fleurs se posèrent sur les joues flétries de la vieille et les ranimèrent. Mon enfant, mon enfant, s'écria madame Vane, les yeux au plafond, cherchant une galerie imaginaire. Venez, Sibyl, dit le frère, impatienté. Il détestait les affectations maternelles. Ils sortirent et descendirent la triste Euston Road. Une légère brise s'élevait, le soleil brillait gaiement. Les passants avaient l'air étonnés de voir ce lourdeau vêtu d'habits râpés, en compagnie d'une aussi gracieuse et distinguée jeune fille. C'était comme un jardinier rustaud marchant une rose à la main. Jim fronçait les sourcils de temps en temps lorsqu'il saisissait le regard inquisiteur de quelques passants. Il éprouvait cette aversion d'être regardé qui ne vient que tard dans la vie aux hommes célèbres et qui ne quitte jamais le vulgaire. Sibyl, cependant, était parfaitement inconsciente de l'effet qu'elle produisait. Son amour épanouissait ses lèvres en sourires. Elle pensait au prince charmant. Et pour pouvoir d'autant plus y rêver, elle n'en parlait pas, mais babillait, parlant du bateau où Jim allait s'embarquer, de l'or qu'il découvrirait sûrement, et de la merveilleuse héritière à qui il sauverait la vie en l'arrachant aux méchants bushrangers aux chemises rouges. Car il ne serait pas toujours marin, ou commis maritime, ou rien de ce qu'il allait bientôt être. Oh non, l'existence d'un marin est trop triste. Être claquemuré dans un affreux bateau, avec les vagues bossues et rauques qui cherchent à vous envahir, et un vilain vent noir qui renverse les mâts et déchire les voiles en longues et sifflantes lanières. Il quitterait le navire à Melbourne, saluerait poliment le capitaine et irait d'abord au placeur. Avant une semaine, il trouverait une grosse pépite d'or, la plus grosse qu'on ait découverte, et l'apporterait à la côte dans une voiture gardée par 6 policemen à cheval. Les bushrangers les attaqueraient 3 fois et seraient battus avec un grand carnage. Ou bien non, ils n'iraient pas du tout au placeur. C'étaient de vilains endroits où les hommes s'enivrent et se tuent dans les bars et parlent si mal. Il serait un superbe éleveur, et un soir qu'il rentrerait chez lui dans sa voiture, il rencontrerait la belle héritière qu'un voleur serait en train d'enlever sur un cheval noir. Il lui donnerait la chasse et la sauverait. Elle deviendrait sûrement amoureuse de lui et lui d'elle. Ils se marieraient et reviendraient à Londres, où ils habiteraient une maison magnifique. Oui, il aurait des aventures charmantes. Mais il faudrait qu'il se conduisît bien, n'usât point sa santé et ne dépensât pas follement son argent. Elle n'avait qu'1 an de plus que lui, mais elle connaissait tant la vie. Il faudrait aussi qu'il lui écrivît à chaque courrier et qu'il dît ses prières tous les soirs avant de se coucher. Dieu était très bon et veillerait sur lui. Elle prierait aussi pour lui et, dans quelques années, il reviendrait parfaitement riche et heureux. Le jeune homme l'écoutait avec maussaderie et ne répondait rien. Il était plein de la tristesse de quitter son home. Encore, n'était-ce pas cela seulement qui le rendait soucieux et morose? Tout inexpérimenté qu'il fût, il avait un vif sentiment des dangers de la position de Sibyl. Le jeune dandy qui lui faisait la cour ne lui disait rien de bon. C'était un gentleman, il le détestait pour cela, par un curieux instinct de race dont il ne pouvait lui-même se rendre compte, et qui pour cette raison le dominait d'autant plus. Il connaissait aussi la futilité et la vanité de sa mère. Il y voyait un péril pour Sibyl et pour le bonheur de celle-ci. Les enfants commencent par aimer leurs parents. En vieillissant, ils les jugent. Quelquefois, ils leur pardonnent. Sa mère.
Il avait en lui-même une question à résoudre à propos d'elle, une question qu'il couvait depuis des mois de silence. Une phrase hasardée qu'il avait entendue au théâtre, un ricanement étouffé qu'il avait saisi un soir en attendant à la porte des coulisses, lui avait suggéré d'horribles pensées. Tout cela lui revenait à l'esprit comme un coup de fouet en pleine figure. Ses sourcils se rejoignirent dans une contraction involontaire, et dans un spasme douloureux il se mordit la lèvre inférieure. « Vous n'écoutez pas un mot de ce que je dis, Jim !» s'écria Sibyl. « Et je fais les plans les plus magnifiques sur votre avenir. Dites donc quelque chose. » « Que voulez-vous que je vous dise ? Oh, que vous serez un bon garçon et que vous ne nous oublierez pas, répondit-elle en lui souriant. Il haussa les épaules. Vous êtes bien plus capable de m'oublier que moi de vous oublier, Sibyl. Elle rougit. Que voulez-vous dire, Jim ? Vous avez un nouvel ami, m'a-t-on dit. Qui est-il ? Pourquoi ne m'en avez-vous pas encore parlé ? Il ne vous veut pas de bien. Arrêtez, Jim, s'écria-t-elle. Il ne faut rien dire contre lui. Je l'aime. Comment, vous ne savez même pas son nom ? répondit le jeune homme. Qui est-il ? J'ai le droit de le savoir. Il s'appelle le prince charmant. N'aimez-vous pas ce nom ? Méchant garçon, ne m'oubliez jamais. Si vous l'aviez seulement vu, vous l'auriez jugé l'être le plus merveilleux du monde. Un jour vous le rencontrerez quand vous reviendrez d'Australie. Vous l'aimerez beaucoup, tout le monde l'aime. Et moi, je l'adore. Je voudrais que vous puissiez venir au théâtre ce soir. Il y sera, et je jouerai Juliette. Oh, comme je jouerai. Pensez donc, Jim, être amoureuse et jouer Juliette, et le voir assis en face de moi, jouer pour son seul plaisir. J'ai peur d'effrayer le public, de l'effrayer ou de le subjuguer. Être amoureuse, c'est se surpasser. Ce pauvre monsieur Isaac criera au génie à tous ces fainéants du bar. Il me prêchait comme un dogme. Ce soir, il m'annoncera comme une révélation. Je le sens. Et c'est son œuvre à lui seul, au prince charmant, mon merveilleux amoureux, mon Dieu de grâce. Mais je suis pauvre près de lui, pauvre. Qu'est-ce que ça fait ? Quand la pauvreté entre sournoisement par la porte, l'amour s'introduit par la fenêtre. On devrait refaire nos proverbes. Ils ont été inventés en hiver, et maintenant voici l'été. C'est le printemps pour moi, je pense. Une vraie ronde de fleurs dans le ciel bleu. C'est un gentleman, dit le frère Revêche. Un prince, cria-t-elle musicalement. Que voulez-vous de plus ? Il veut faire de vous une esclave. Je frémis à l'idée d'être libre. Il faut vous méfier de lui. Quand on le voit, on l'estime. Quand on le connaît, on le croit. Sibyl, vous êtes folle. Elle se mit à rire et lui prit le bras. Cher vieux Jim, vous parlez comme si vous étiez centenaire. Un jour, vous serez amoureux vous-même. Alors, vous saurez ce que c'est. N'ayez pas l'air si maussade. Vous devriez sûrement être content de penser que, bien que vous partiez, vous me laissez plus heureuse que je n'ai jamais été. La vie a été dure pour nous, terriblement dure et difficile. Maintenant ce sera différent. Vous allez vers un nouveau monde, et moi j'en ai découvert un. Voici 2 chaises, asseyons-nous et regardons passer tout ce beau monde. Ils s'assirent au milieu d'un groupe de badauds. Les plants de tulipes semblaient de vibrantes bagues de feu. Une poussière blanche, comme un nuage tremblant d'iris, se balançait dans l'air embrasé. Les ombrelles, aux couleurs vives, allaient et venaient comme de gigantesques papillons. Elle fit parler son frère de lui-même, de ses espérances et de ses projets. Il parlait doucement, avec effort. Ils échangèrent les paroles comme des joueurs se passent les jetons. Sibyl était oppressée, ne pouvant communiquer sa joie. Un faible sourire ébauché sur des lèvres moroses était tout l'écho qu'elle parvenait à éveiller. Après quelque temps, elle devint silencieuse. Soudain, elle saisit au passage la vision d'une chevelure dorée et d'une bouche riante, et dans une voiture découverte, Dorian Gray passa en compagnie de 2 dames. Elle bondit sur ses pieds. « Le voici !» cria-t-elle. « Qui ?» dit Jim Vane. « Le prince charmant !» répondit-elle, regardant la Victoria. Il se leva vivement et la prenant rudement par le bras. « Montrez-le-moi avec votre doigt. Lequel est-ce ? Je veux le voir !» s'écria-t-il. Mais au même moment le mail du duc de Berwick passa devant eux,
et lorsque la place fut libre de nouveau, la victoria avait disparu du parc. Il est parti, murmura tristement Sibyl. J'aurais voulu vous le montrer. Je l'aurais voulu également, car, aussi vrai qu'il y a un Dieu au ciel, s'il vous fait quelque tort, je le tuerai. Elle le regarda avec horreur. Il répéta ces paroles qui coupaient l'air comme un poignard. Les passants commençaient à s'amasser. Une dame tout près d'eux ricanait. « Venez, Jim, venez !» souffla-t-elle. Il la suivit comme un chien à travers la foule. Il semblait satisfait de ce qu'il avait dit. Arrivés à la statue d'Achille, ils tournèrent autour du monument. La tristesse qui emplissait ses yeux se changea en un sourire. Elle secoua la tête. « Vous êtes fou, Jim, tout à fait fou. Vous avez un mauvais caractère, voilà tout. Comment pouvez-vous dire d'aussi vilaines choses? Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Vous êtes simplement jaloux et malveillant. Ah, je voudrais que vous fussiez amoureux. L'amour rend meilleur. Et tout ce que vous dites est très mal. »« J'ai 16 ans, répondit-il, et je sais ce que je suis. Mère ne vous sert à rien. Elle ne sait pas comment il faut vous surveiller. Je voudrais maintenant ne plus aller en Australie. J'ai une grande envie d'envoyer tout promener. Je le ferais si mon engagement n'était pas signé. Oh, ne soyez pas aussi sérieux, Jim. Vous ressemblez à un des héros de ces absurdes mélodrames dans lesquels mère aime tant à jouer. Je ne veux pas me quereller avec vous. Je l'ai vu, et le voir est le parfait bonheur. Ne nous querellons pas. Je sais bien que vous ne ferez jamais de mal à ceux que j'aime, n'est-ce pas? Non, tant que vous l'aimerez, fut sa menaçante réponse. Je l'aimerai toujours, s'écria-t-elle. Et lui? Lui aussi toujours. Il fera bien. Elle recula, puis, avec un bon rire, elle lui prit le bras. Ce n'était, après tout, qu'un enfant. À l'arche de marbre, ils hélèrent un omnibus qui les déposa tout près de leur misérable logis de Euston Road. Il était plus de 5 heures, et Sibyl devait dormir 1 heure ou 2 avant de jouer. Jim insista pour qu'elle n'y manquât pas. Il voulut de suite lui faire ses adieux pendant que leur mère était absente, car elle ferait une scène, et il détestait les scènes, quelles qu'elles fussent. Ils se séparèrent dans la chambre de Sibyl. Le cœur du jeune homme était plein de jalousie et d'une haine ardente et meurtrière contre cet étranger qui, lui semblait-il, venait se placer entre eux. Cependant, lorsqu'elle lui mit les bras autour du cou et que ses doigts lui caressèrent les cheveux, il s'attendrit et l'embrassa avec une réelle affection. Ses yeux étaient pleins de larmes lorsqu'il descendit. Sa mère l'attendait en bas. Elle bougonna sur son retard lorsqu'il entra. Il ne répondit rien et s'assit devant son maigre repas. Les mouches voletaient autour de la table et se promenaient sur la nappe tachée. À travers le bruit des omnibus et des voitures qui montaient de la rue, il percevait le bourdonnement qui dévorait chacune des minutes lui restant à vivre là. Après un moment, il écarta son assiette et cacha sa tête dans ses mains. Il lui semblait qu'il avait le droit de savoir. On le lui aurait déjà dit si c'était ce qu'il pensait. Sa mère le regardait, pénétrée de crainte. Les mots tombaient de ses lèvres machinalement. Un mouchoir de dentelle déchiré s'enroulait à ses doigts. Lorsque 6 heures sonnèrent, il se leva et alla vers la porte. Il se retourna et la regarda. Leurs yeux se rencontrèrent. Elle semblait demander pardon. Cela l'enragea. « Mère, j'ai quelque chose à vous demander, » dit-il. Elle ne répondit pas, et ses yeux vaguèrent par la chambre. « Dites-moi la vérité, j'ai besoin de la connaître. Étiez-vous mariée avec mon père ?» Elle poussa un profond soupir. C'était un soupir de soulagement. Le moment terrible, ce moment que, jour et nuit, pendant des semaines et des mois, elle attendait craintivement, était enfin venu, et elle ne se sentait pas effrayée. C'était vraiment pour elle comme un désappointement. La question, ainsi vulgairement posée, demandait une réponse directe. La situation n'avait pas été amenée graduellement. C'était cru. Cela lui semblait comme une mauvaise répétition. « Non, » répondit-elle, étonnée de la brutale simplicité de la vie. « Mon père était un gredin alors !» cria le jeune homme en serrant les poings. Elle secoua la tête. « Je savais qu'il n'était pas libre. Nous nous aimions beaucoup tous deux. S'il avait vécu, il aurait amassé pour nous. Ne parlez pas contre lui, mon fils. C'était votre père, et c'était un gentleman. Il avait de hautes relations. »
Un juron s'échappa de ses lèvres. Pour moi, ça m'est égal, s'écria-t-il. Mais ne laissez pas Sibyl. C'est un gentleman, n'est-ce pas, qui est son amoureux. Du moins il le dit. Il a aussi de belles relations, sans doute, lui. Une hideuse expression d'humiliation passa sur la figure de la vieille femme. Sa tête se baissa. Elle essuya ses yeux du revers de ses mains. Sibyl a une mère, murmura-t-elle. Je n'en avais pas. Le jeune homme s'attendrit, il vint vers elle, se baissa et l'embrassa. Je suis fâché de vous avoir fait de la peine en vous parlant de mon père, dit-il, mais je n'en pouvais plus. Il faut que je parte maintenant. Au revoir. N'oubliez pas que vous n'avez plus qu'un enfant à surveiller désormais. Et croyez-moi, si cet homme fait du tort à ma sœur, je saurai qui il est, je le poursuivrai et le tuerai comme un chien. Je le jure. La folle exagération de la menace, le geste passionné qui l'accompagnait et son expression mélodramatique rendirent la vie plus intéressante aux yeux de la mère. Elle était familiarisée avec ce ton. Elle respira plus librement et pour la première fois depuis des mois elle admira réellement son fils. Elle aurait aimé poursuivre cette scène dans cette note émouvante, mais il coupa court. On avait descendu les malles et préparé les couvertures. La bonne de la logeuse allait et venait. Il fallut marchander le cocher. Les instants étaient absorbés par de vulgaires détails. Ce fut avec un nouveau désappointement qu'elle agita le mouchoir de dentelle par la fenêtre quand son fils partit en voiture. Elle sentait qu'une magnifique occasion était perdue. Elle se consola en disant à Sibyl la désolation qui serait désormais dans sa vie, maintenant qu'elle n'aurait plus qu'un enfant à surveiller. Elle se rappelait cette phrase qui lui avait plu. Elle ne dit rien de la menace. Elle avait été vivement et dramatiquement exprimée. Elle sentait bien qu'un jour ils en riraient tous ensemble. Fin du chapitre 5. Chapitre 6 de Le portrait de Dorian Gray. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Martine. Le portrait de Dorian Gray par Oscar Wilde, traduit par Eugène Tardieu. Chapitre 6. Vous connaissez la nouvelle, Basil dit lord Henry, un soir que Hallward venait d'arriver dans un petit salon particulier de l'hôtel Bristol, où un dîner pour 3 personnes avait été commandé. Non, répondit l'artiste, en remettant son chapeau et son pardessus au domestique incliné. Quoi de nouveau? Ce n'est pas sur la politique, j'espère. Elle ne m'intéresse d'ailleurs pas. Il n'y a sûrement point une seule personne à la Chambre des communes digne d'être peinte, bien que beaucoup de nos honorables aient grand besoin d'être reblanchis. Dorian Gray se marie, dit lord Henry, guettant l'effet de sa réponse. Hallward sursauta en fronçant les sourcils. Dorian Gray se marie, cria-t-il. Impossible. C'est ce qu'il y a de plus vrai. Avec qui? Avec une petite actrice ou quelque chose de pareil. Je ne puis le croire. Lui, si raisonnable. Dorian est trop sage, effectivement, pour ne pas faire de sottes choses de temps à autre, mon cher Basil. Le mariage est une chose qu'on ne peut faire de temps à autre, Harry. Excepté en Amérique, riposta lord Henry rêveusement. Mais je n'ai pas dit qu'il était marié, j'ai dit qu'il allait se marier. Il y a là une grande différence. Je me souviens parfaitement d'avoir été marié, mais je ne me rappelle plus avoir été fiancé. Je crois plutôt que je n'ai jamais été fiancé. Mais je vous en prie, pensez à la naissance de Dorian, à sa position, à sa fortune. Ce serait absurde de sa part d'épouser une personne pareillement en dessous de lui. Si vous désirez qu'il épouse cette fille, Basil, vous n'avez qu'à lui dire ça. Du coup, il est sûr qu'il le fera. Chaque fois qu'un homme fait une chose manifestement stupide,
il est certainement poussé à la faire par les plus nobles motifs. J'espère pour lui, Harry, que c'est une bonne fille. Je n'aimerais pas voir Dorian lié à quelque vile créature qui dégraderait sa nature et ruinerait son intelligence. Oh, elle est mieux que bonne, elle est belle, murmura lord Henry, sirotant un verre de vermouth aux oranges amères. Dorian dit qu'elle est belle, et il ne se trompe pas sur ces choses. Son portrait par vous a singulièrement hâté son appréciation sur l'apparence physique des gens. Oui, il a eu entre autres cet excellent effet. Nous devons la voir ce soir, si notre ami ne manque pas au rendez-vous. Vous êtes sérieux? Tout à fait, Basil. Je ne l'ai jamais été plus qu'en ce moment. Mais approuvez-vous cela, Harry? Demanda le peintre, marchant de long en large dans la chambre et mordant ses lèvres. Vous ne pouvez l'approuver. Il y a là un paradoxe de votre part. Je n'approuve jamais quoi que ce soit et ne désapprouve davantage. C'est prendre dans la vie une attitude absurde. Nous ne sommes pas mis au monde pour combattre nos préjugés moraux. Je ne fais pas attention à ce que disent les gens vulgaires, et je n'interviens jamais dans ce que peuvent faire les gens charmants. Si une personnalité m'attire, quel que soit le mode d'expression que cette personnalité puisse choisir, je le trouve tout à fait charmant. Dorian Gray tombe amoureux d'une belle fille qui joue Juliette et se propose de l'épouser? Pourquoi pas? Croyez-vous que s'il épousait Messaline, il en serait moins intéressant? Vous savez que je ne suis pas un champion du mariage. Le seul mécompte du mariage est qu'il fait de celui qui le consomme un altruiste. Et les altruistes sont sans couleur. Ils manquent d'individualité. Cependant, il est certains tempéraments que le mariage rend plus complexes. Ils gardent leur égoïsme et y ajoutent encore. Ils sont forcés d'avoir plus qu'une seule vie. Ils deviennent plus hautement organisés. Et être plus hautement organisé, je m'imagine, est l'objet de l'existence de l'homme. En plus, aucune expérience n'est à mépriser. Et quoi que l'on puisse dire contre le mariage, ce n'est point une expérience dédaignable. J'espère que Dorian Gray fera de cette jeune fille sa femme, l'adorera passionnément pendant 6 mois et se laissera ensuite séduire par quelqu'un d'autre. Cela nous va être une merveilleuse étude. Vous savez bien que vous ne pensez pas un mot de ce que vous dites, Harry. Vous le savez mieux que moi. Si la vie de Dorian Gray était gâtée, personne n'en serait plus désolé que vous. Vous êtes meilleur que vous ne prétendez l'être. Lord Henry se mit à rire. La raison pour laquelle nous pensons du bien des autres est que nous sommes effrayés pour nous-mêmes. La base de l'optimisme est la terreur, tout simplement. Nous pensons être généreux parce que nous gratifions le voisin de la possession de vertus qui nous sont un bénéfice. Nous estimons notre banquier dans l'espérance qu'il saura faire fructifier les fonds à lui confier, et nous trouvons de sérieuses qualités au voleur de grands chemins qui épargnera nos poches. Je pense tout ce que je dis. J'ai le plus grand mépris pour l'optimisme. Aucune vie n'est gâtée si ce n'est celle dont la croissance est arrêtée. Si vous voulez gâter un caractère, vous n'avez qu'à tenter de le réformer. Quant au mariage, ce serait idiot, car il y a d'autres et de plus intéressantes liaisons entre les hommes et les femmes. Elles ont le charme d'être élégantes. Mais voici Dorian lui-même. Il vous en dira plus que moi. Mon cher Harry, mon cher Basil, j'attends vos félicitations, dit l'adolescent en se débarrassant de son Macfarlane doublé de soie et serrant les mains de ses amis. Je n'ai jamais été si heureux. Comme tout ce qui est réellement délicieux, mon bonheur est soudain, et cependant il m'apparaît comme la seule chose que j'ai cherchée dans ma vie. Il était tout rose d'excitation et de plaisir, et paraissait extraordinairement beau. J'espère que vous serez toujours très heureux, Dorian, dit Hallward, mais je vous en veux de m'avoir laissé ignorer vos fiançailles. Harry les connaissait. Et je vous en veux d'arriver en retard, interrompit lord Henry en mettant sa main sur l'épaule du jeune homme et souriant à ce qu'il disait.
Allons, asseyons-nous et voyons ce que vaut le nouveau chef. Vous nous raconterez comment cela est arrivé. Je n'ai vraiment rien à vous raconter, s'écria Dorian, comme il prenait place autour de la table. Voici simplement ce qui arrive. En vous quittant hier soir, Harry, je m'habillai et j'allais dîner à ce petit restaurant italien de Rupert Street où vous m'avez conduit. Puis je me dirigeai vers les 8 heures au théâtre. Sibyl jouait Rosalinde. Naturellement, les décors étaient ignobles et Orlando absurde. Mais Sibyl, ah, si vous l'aviez vue! Quand elle vint, habillée dans ses habits de garçon, elle était parfaitement adorable. Elle portait un pourpoint de velours mousse avec des manches de nuance cannelle, des hauts de chausses marron clair aux lacets croisés, un joli petit chapeau vert surmonté d'une plume de faucon tenue par un diamant et un capuchon doublé de rouge foncé. Elle ne me sembla jamais plus exquise. Elle avait toute la grâce de cette figurine de Tanagra que vous avez dans votre atelier, Basile. Ses cheveux autour de sa face lui donnaient l'air d'une pâle rose entourée de feuilles sombres. Quant à son jeu, vous la verrez ce soir. Elle est née artiste. Je restais dans la loge obscure, absolument sous le charme. J'oubliais que j'étais à Londres au XIXe siècle. J'étais bien loin, avec mon amour, dans une forêt que jamais homme ne vit. Le rideau tombé, j'allais dans les coulisses et lui parlais. Comme nous étions assis l'un à côté de l'autre, un regard brilla soudain dans ses yeux que je n'avais encore surpris. Je lui tendis mes lèvres. Nous nous embrassâmes. Je ne puis vous rapporter ce qu'alors je ressentis. Il me sembla que toute ma vie était centralisée dans un point de joie couleur de rose. Elle fut prise d'un tremblement et vacillait comme un blanc narcisse. Elle tomba à mes genoux et me baisa les mains. Je sens que je ne devrais pas vous dire cela, mais je ne puis m'en empêcher. Naturellement, notre engagement est un secret. Elle ne l'a même pas dit à sa mère. Je ne sais pas ce que diront mes tuteurs. Lord Radley sera certainement furieux. Ça m'est égal. J'aurai ma majorité avant 1 an et je ferai ce qu'il me plaira. J'ai eu raison, n'est-ce pas, Basile, de prendre mon amour dans la poésie et de trouver ma femme dans les drames de Shakespeare? Les lèvres auxquelles Shakespeare apprit à parler ont soufflé leurs secrets à mon oreille. J'ai eu les bras de Rosalinde autour de mon cou et Juliette m'a embrassé sur la bouche. Oui, Dorian, je crois que vous avez eu raison, dit Hallward lentement. L'avez-vous vue aujourd'hui demanda Lord Henry. Dorian Gray secoua la tête. Je l'ai laissée dans la forêt d'Ardenne. Je la retrouverai dans un verger à Vérone. Lord Henry sirotait son champagne d'un air méditatif. À quel moment exact avez-vous prononcé le mot mariage, Dorian? Et que vous répondit-elle? Peut-être l'avez-vous oublié? Mon cher Harry, je n'ai pas traité cela comme une affaire et je ne lui ai fait aucune proposition formelle. Je lui dis que je l'aimais et elle me répondit qu'elle était indigne d'être ma femme. Indigne! Le monde entier n'est rien comparé à elle. Les femmes sont merveilleusement pratiques, murmura Lord Henry. Beaucoup plus pratiques que nous. Nous oublions souvent de parler mariage dans de semblables situations, et elles nous en font toujours souvenir. Hallward lui mit la main sur le bras. Finissez, Harry. Vous désobligez Dorian. Il n'est pas comme les autres et ne ferait de peine à personne. Sa nature est trop délicate pour cela. Lord Henry regarda par-dessus la table. Je n'ennuie jamais Dorian, répondit-il. Je lui ai fait cette question pour la meilleure raison possible, pour la seule raison même qui excuse toute question, la curiosité. Ma théorie est que ce sont toujours les femmes qui se proposent à nous et non nous qui nous proposons aux femmes. Excepté dans la classe moyenne, mais la classe moyenne n'est pas moderne. Dorian Gray sourit et remua la tête. Vous êtes tout à fait incorrigible, Harry, mais je n'y fais pas attention. Il est impossible de se fâcher avec vous. Quand vous verrez Sibyl Vane, vous comprendrez que l'homme qui lui ferait de la peine serait une brute sans cœur. Je ne puis comprendre comment quelqu'un peut humilier l'être qu'il aime. J'aime Sibyl Vane,
J'ai besoin de l'élever sur un piédestal d'or et de voir le monde estimer la femme qui est mienne. Qu'est-ce que c'est que le mariage? Un vœu irrévocable? Vous vous moquez. Ah, ne vous moquez pas. C'est un vœu irrévocable que j'ai besoin de faire. Sa confiance me sera fidèle, sa foi me fera bon. Quand je suis avec elle, je regrette ce que vous m'avez appris. Je deviens différent de ce que vous m'avez connu. Je suis transformé, et le simple attouchement des mains de Sibyl Vane me fait vous oublier, vous et toutes vos fausses, fascinantes, empoisonnées, et cependant délicieuses théories. Et quelles sont-elles demanda lord Henry en se servant de la salade. Vos théories sur la vie, vos théories sur l'amour, celles sur le plaisir, toutes vos théories, en un mot, Harry. Le plaisir est la seule chose digne d'avoir une théorie, répondit-il, de sa lente voix mélodieuse. Je crois que je ne puis la revendiquer comme mienne. Elle appartient à la nature, et non pas à moi. Le plaisir et le caractère distinctif de la nature sont signes d'approbation. Quand nous sommes heureux, nous sommes toujours bons. Mais quand nous sommes bons, nous ne sommes pas toujours heureux. Ah, qu'entendez-vous par être bon? S'écria Basil Hallward. Oui, reprit Dorian, s'appuyant au dossier de sa chaise et regardant lord Henry par-dessus l'énorme gerbe d'iris aux pétales pourprés qui reposait au milieu de la table. Qu'entendez-vous par être bon, Harry? Être bon, c'est être en harmonie avec soi-même, répliqua-t-il en caressant de ses fins doigts pâles la tige frêle de son verre. Comme être mauvais, c'est être en harmonie avec les autres. Sa propre vie, voilà la seule chose importante. Pour les vies de nos semblables, si on désire être un faquin ou un puritain, on peut étendre ses vues morales sur elles, mais elles ne nous concernent pas. En vérité, l'individualisme est réellement le plus haut but. La moralité moderne consiste à se ranger sous le drapeau de son temps. Je considère que le fait, par un homme cultivé, de se ranger sous le drapeau de son temps est une action de la plus scandaleuse immoralité. Mais parfois, Harry, on paie très cher le fait de vivre uniquement pour soi, fit remarquer le peintre. Bah, nous sommes imposés pour tout aujourd'hui. Je m'imagine que le côté vraiment tragique de la vie des pauvres est qu'ils ne peuvent offrir autre chose que le renoncement d'eux-mêmes. Les beaux péchés, comme toutes les choses belles, sont le privilège des riches. On paie souvent d'autres manières qu'en argent. De quelle autre manière, Basil? Mais en remords, je crois, en souffrance, en ayant la conscience de sa propre infamie. Lord Henry leva les épaules. Mon cher ami, l'art du Moyen-Âge est charmant, mais les médiévales émotions sont périmées. Elles peuvent servir à la fiction, j'en conviens. Les seules choses dont peut user la fiction sont en fait les choses qui ne peuvent plus nous servir. Croyez-moi, un homme civilisé ne regrette jamais un plaisir, et jamais une brute ne saura ce que peut être un plaisir. Je sais ce que c'est que le plaisir, cria Dorian Gray. C'est d'adorer quelqu'un. Cela vaut certainement mieux que d'être adoré, répondit-il, jouant avec les fruits. Être adoré est un ennui. Les femmes nous traitent exactement comme l'humanité traite ses dieux. Elles nous adorent, mais sont toujours à nous demander quelque chose. Je répondrai que, quoi que ce soit qu'elles nous demandent, elles nous l'ont d'abord donné, murmura l'adolescent gravement. Elles ont créé l'amour en nous, elles ont droit de le redemander. Tout à fait vrai, Dorian, s'écria Hallward. Rien n'est jamais tout à fait vrai, riposta lord Henry. Si, interrompit Dorian, vous admettez, Harry, que les femmes donnent aux hommes l'or même de leur vie. Possible, ajouta-t-il, mais elles exigent invariablement en retour un petit change. Là est l'ennui. Les femmes, comme quelque spirituel français l'a dit, nous inspirent le désir de faire des chefs-d'œuvre, mais nous empêchent toujours d'en venir à bout. Quel terrible homme vous êtes, Harry, je ne sais pourquoi je vous aime tant. Vous m'aimerez toujours, Dorian, répliqua-t-il. Un peu de café, hein, ami? Garçon, apportez du café, de la fine champagne et des cigarettes. Non, pas de cigarettes, j'en ai. Basil, je ne vous permets pas de fumer des cigares.
vous vous contenterez de cigarettes. La cigarette est le type parfait du parfait plaisir. C'est exquis et ça vous laisse insatisfait. Que désirez-vous de plus? Oui, Dorian, vous m'aimerez toujours. Je vous représente tous les péchés que vous n'avez eu le courage de commettre. Quelle sottise me dites-vous, Harry, dit le jeune homme, en allumant sa cigarette au dragon d'argent, vomissant du feu que le domestique avait placé sur la table. Allons au théâtre. Quand Sibylle apparaîtra, vous concevrez un nouvel idéal de vie. Elle vous représentera ce que vous n'avez jamais connu. J'ai tout connu, dit lord Henry avec un regard fatigué. Mais toute nouvelle émotion me trouve prêt. Hélas, je crains qu'il n'y en ait plus pour moi. Cependant, votre merveilleuse jeune fille peut m'émouvoir. J'adore le théâtre, c'est tellement plus réel que la vie. Allons-nous-en. Dorian, vous monterez avec moi. Je suis désolé, Basil, mais il n'y a que 2 places dans mon brougham. Vous nous suivrez dans un hansom. Ils se levèrent et endossèrent leur pardessus en buvant debout leur café. Le peintre demeurait silencieux et préoccupé. Un lourd ennui semblait peser sur lui. Il ne pouvait approuver ce mariage, et cependant cela lui semblait préférable à d'autres choses qui auraient pu arriver. Quelques minutes après, ils étaient en bas. Il monta seul en voiture, comme c'était convenu, guettant les lanternes du petit brougham qui marchait devant lui. Une étrange sensation de désastre l'envahit. Il sentait que Dorian Gray ne serait jamais à lui comme par le passé. La vie était survenue entre eux. Ses yeux s'embrumèrent, et ils ne virent plus les rues populeuses étincelantes de lumière. Quand la voiture s'arrêta devant le théâtre, il lui sembla qu'il était plus vieux d'années. Fin du chapitre 6. Enregistré par Martine. Chapitre 7 de Le portrait de Dorian Gray. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Pauline Latournerie. Le portrait de Dorian Gray by Oscar Wilde. Traduit par Eugène Tardieu. Chapitre 7. Par hasard, il se trouva que la salle, ce soir-là, était pleine de monde, et le gras manager juif qui les reçut à la porte du théâtre rayonnait d'une oreille à l'autre d'un onctueux et tremblotant sourire. Il les escorta jusqu'à leur loge avec une sorte d'humilité pompeuse, en agitant ses grasses mains chargées de bijoux et parlant de sa voix la plus aiguë. Dorian Gray se sentit pour lui une aversion plus prononcée que jamais. Il venait voir Miranda, pensait-il, et il rencontrait Caliban. Il paraissait, d'un autre côté, plaire à Lord Henry. Ce dernier même se décida à lui témoigner sa sympathie d'une façon formelle, en lui serrant la main et lui affirmant qu'il était heureux d'avoir rencontré un homme qui avait découvert un réel talent et faisait banqueroute pour un poète. Hallward s'amusa à observer les personnes du parterre. La chaleur était suffocante, et le lustre énorme avait l'air tout flambant d'un monstrueux dahlia aux pétales de feu jaune. Les jeunes gens des galeries avaient retiré leurs jaquettes et leurs gilets et se penchaient sur les balustrades. Ils échangeaient des paroles d'un bout à l'autre du théâtre et partageaient des oranges avec des filles habillées de couleurs voyantes assises à côté d'eux. Quelques femmes riaient au parterre. Leurs voix étaient horriblement perçantes et discordantes. Un bruit de bouchons sautant arrivait du bar. « Quel endroit pour y rencontrer sa divinité » dit Lord Henry. « Oui, répondit Dorian Gray. C'est ici que je l'ai rencontrée, et elle est divine au-delà de tout ce qu'on peut concevoir. Vous oublierez toute chose quand elle jouera. On ne fait plus attention à cette populace rude et commune, aux figures grossières et aux gestes brutaux, dès qu'elle entre en scène. Ces gens demeurent silencieux et la regardent. Ils pleurent et rient comme elle le veut. Elle joue sur eux comme sur un violon. Elle les spiritualise en quelque sorte, et l'on sent qu'ils ont la même chair et le même sang que soi-même. La même chair et le même sang que soi-même? Oh, je ne crois pas, s'exclama Lord Henry, qui passait en revue les spectateurs de la galerie avec sa lorgnette. Ne faites pas attention à lui, Dorian, dit le peintre. Je sais, moi, ce que vous voulez dire, et je crois en cette jeune fille. Quiconque vous aimez doit le mériter.
et la personne qui a produit sur vous l'effet que vous nous avez décrit doit être noble et intelligente. Spiritualiser ses contemporains, c'est quelque chose d'appréciable. Si cette jeune fille peut donner une âme à ceux qui, jusqu'alors, ont vécu sans en avoir une, si elle peut révéler le sens de la beauté aux gens dont les vies furent sordides et laides, si elle peut les dépouiller de leur égoïsme, leur prêter des larmes de tristesse qui ne sont pas leurs, elle est digne de toute votre admiration, digne de l'adoration du monde. Ce mariage est normal. Je ne le pensais pas d'abord, mais maintenant je l'admets. Les dieux ont fait Sibyl Vane pour vous. Sans elle, vous auriez été incomplet. Merci, Basil, répondit Dorian Gray en lui pressant la main. Je savais que vous me comprendriez. Harry est tellement cynique qu'il me terrifie parfois. Ah, voici l'orchestre. Il est épouvantable, mais ça ne dure que 5 minutes. Alors le rideau se lèvera, et vous verrez la jeune fille à laquelle je vais donner ma vie, à laquelle j'ai donné tout ce qu'il y a de bon en moi. Un quart d'heure après, parmi une tempête extraordinaire d'applaudissements, Sibyl Vane s'avança sur la scène. Certes, elle était adorable à voir, une des plus adorables créatures même, pensait Lord Henry, qu'il eût jamais vues. Il y avait quelque chose d'animal dans sa grâce farouche et ses yeux frémissants. Une légère rougeur, comme l'ombre d'une rose dans un miroir d'argent, vint à ses joues en regardant la foule enthousiaste emplissant le théâtre. Elle recula de quelques pas, et ses lèvres semblèrent trembler. Basil Hallward se dressa et commença à l'applaudir. Sans mouvement, comme dans un rêve, Dorian Gray la regardait. Lord Henry, la lorgnant à l'aide de sa jumelle, murmurait « Charmante, charmante !» La scène représentait la salle du palais de Capulet, et Roméo, dans ses habits de pèlerin, entrait avec Mercutio et ses autres amis. L'orchestre attaqua quelques mesures de musique et la danse commença. Au milieu de la foule des figurants gauches, aux costumes râpés, Sibyl Vane se mouvait comme un être d'essence supérieure. Son corps s'inclinait pendant qu'elle dansait, comme dans l'eau s'incline un roseau. Les courbes de sa poitrine semblaient les courbes d'un lys blanc. Ses mains étaient faites de pur ivoire. Cependant, elle était curieusement insouciante. Elle ne montrait aucun signe de joie quand ses yeux se posaient sur Roméo. Le peu de mots qu'elle avait à dire « Good pilgrim, you do wrong your hand too much, which mannerly devotion show in this. For saints have hands that pilgrims' hands do touch, and palm to palm is holy palmer's kiss. » Bon pèlerin, vous êtes trop sévère pour votre main, qui n'a fait preuve en ceci que d'une respectueuse dévotion. Les saintes mêmes ont des mains que peuvent toucher les mains des pèlerins, et cette étreinte est un pieux baiser. Et le bref dialogue qui suit furent dits d'une manière plutôt artificielle. Sa voix était exquise, mais au point de vue de l'intonation, c'était absolument faux. La couleur n'y était pas. Toute la vie du vers était enlevée. On n'y sentait pas la réalité de la passion. Dorian pâlit en l'observant, étonné, anxieux. Aucun de ses amis n'osait lui parler. Elle leur semblait sans aucun talent. Ils étaient tout à fait désappointés. Il savait que la scène du balcon du second acte était l'épreuve décisive des actrices abordant le rôle de Juliette. Ils l'attendaient tous deux. Si elle y échouait, elle n'était bonne à rien. Elle fut vraiment charmante quand elle surgit dans le clair de lune, c'était vrai, mais l'hésitation de son jeu était insupportable et il devenait de plus en plus mauvais à mesure qu'elle avançait dans son rôle. Ses gestes étaient absurdement artificiels. Elle emphatisait au-delà des limites permises ce qu'elle avait à dire. Le beau passage « Thou know'st the mask of night is on my face, else would a maiden blush bepaint my cheek, for that which thou hast heard me speak to-night. » Tu sais que le masque de la nuit est sur mon visage, sans cela tu verrais une virginale rougeur colorer ma joue, quand je songe aux paroles que tu m'as entendu dire cette nuit. Fut déclamée avec la pitoyable précision d'une écolière instruite dans la récitation par un professeur de 2e ordre. Quand elle s'inclina sur le balcon et qu'elle eut à dire les admirables vers « Although I joy in thee, I have no joy of this contract tonight. It is too rash, too unadvised, too sudden.
too like the lightning, which doth cease to be, ere one can say it lightens. Sweet good night. This bud of love by summer's ripening breath may prove a beauteous flower when next we meet. Quoi que tu fasses ma joie, je ne puis goûter cette nuit toutes les joies de notre rapprochement. Il est trop brusque, trop imprévu, trop soudain, trop semblable à l'éclair qui a cessé d'être avant qu'on ait pu dire « il brille ». Doux ami, bonne nuit. Ce bouton d'amour, mûri par l'haleine de l'été, pourra devenir une belle fleur à notre prochaine entrevue. Elle les dit comme s'il ne comportait pour elle aucune espèce de signification. Ce n'était pas nervosité, bien au contraire. Elle paraissait absolument consciente de ce qu'elle faisait. C'était simplement du mauvais art. L'échec était parfait. Même les auditeurs vulgaires et dépourvus de toute éducation du parterre et des galeries perdaient tout intérêt à la pièce. Ils commencèrent à s'agiter, à parler haut, à siffler. Le manager israélite, debout au fond du parterre, frappait du pied et jurait de rage. L'on eût dit que la seule personne calme était la jeune fille. Un tonnerre de sifflets suivit la chute du rideau. Lord Henry se leva et mit son pardessus. « Elle est très belle, Dorian, dit-il, mais elle ne sait pas jouer. Allons-nous-en. » « Je veux voir entièrement la pièce, » répondit le jeune homme d'une voix rauque et amère. « Je suis désespéré de vous avoir fait perdre votre soirée, Harry. Je vous fais mes excuses à tous deux. »« Mon cher Dorian, Miss Vane devait être indisposée. Nous viendrons la voir quelque autre soir. »« Je désire qu'elle l'ait été, » continua-t-il, « mais elle me semble à moi insensible et froide. Elle est entièrement changée. Hier ce fut une grande artiste, ce soir c'est une actrice médiocre et commune. Ne parlez pas ainsi de ce que vous aimez, Dorian. L'amour est une plus merveilleuse chose que l'art. »« Ce sont tous deux de simples formes d'imitation, » remarqua Lord Henry. « Mais allons-nous-en. Dorian, vous ne pouvez rester ici davantage. Ce n'est pas bon pour l'esprit de voir jouer mal. D'ailleurs, je suppose que vous ne désirez point que votre femme joue. Par conséquent, qu'est-ce que ça peut vous faire qu'elle joue Juliette comme une poupée de bois ? Elle est vraiment adorable. Et si elle connaît aussi peu la vie que l'art, elle fera le sujet d'une expérience délicieuse. Il n'y a que deux sortes de gens vraiment intéressants, ceux qui savent absolument tout et ceux qui ne savent absolument rien. Par le ciel, mon cher ami, n'ayez pas l'air si tragique. Le secret de rester jeune est de ne jamais avoir une émotion malséante. Venez au club avec Basil et moi. Nous fumerons des cigarettes en buvant à la beauté de Sibyl Vane. Elle est certainement belle. Que désirez-vous de plus ? Allez-vous-en, Harry, cria l'enfant. J'ai besoin d'être seul. Basil, vous aussi, allez-vous-en. Ah, ne voyez-vous pas que mon cœur éclate ? Des larmes brûlantes lui emplirent les yeux, ses lèvres tremblèrent, et se précipitant au fond de la loge, il s'appuya contre la cloison et cacha sa face dans ses mains. « Allons-nous-en, Basil, » dit Lord Henry d'une voix étrangement tendre. Et les deux jeunes gens sortirent ensemble. Quelques instants plus tard, la rampe s'illumina et le rideau se leva sur le 3e acte. Dorian Gray reprit son siège. Il était pâle, mais dédaigneux et indifférent. L'action se traînait, interminable. La moitié de l'auditoire était sortie, en faisant un bruit grossier de lourds souliers et en riant. Le fiasco était complet. Le dernier acte fut joué devant les banquettes. Le rideau se baissa sur des murmures ou des grognements. Aussitôt que ce fut fini, Dorian Gray se précipita par les coulisses vers le foyer. Il y trouva la jeune fille seule. Un regard de triomphe éclairait sa face. Dans ses yeux brillait une flamme exquise, une sorte de rayonnement semblait l'entourer. Ses lèvres, demi-ouvertes, souriaient à quelque mystérieux secret connu d'elle seule. Quand il entra, elle le regarda et sembla soudainement possédée d'une joie infinie. « Ai-je assez mal joué, Dorian ?» s'écria-t-elle. « Horriblement !» répondit-il, la considérant avec stupéfaction. « Horriblement ! Ce fut affreux ! Vous étiez malade, n'est-ce pas ? Vous ne vous doutez point de ce que cela fut. Vous n'avez pas idée de ce que j'ai souffert. » La jeune fille sourit. « Dorian » répondit-elle, appuyant sur son prénom d'une voix traînante et musicale, comme s'il eût été plus doux que miel aux rouges pétales de sa bouche. « Dorian, vous auriez dû comprendre. Mais vous comprenez maintenant, n'est-ce pas ? » « Comprendre quoi ?» demanda-t-il, rageur. « Pourquoi je fus si mauvaise ce soir ? Pourquoi je ne jouerai plus jamais bien ?» Il leva les épaules. «
Vous êtes malade, je crois. Quand vous êtes malade, vous ne pouvez jouer. Vous paraissez absolument ridicule. Vous nous avez navrés, mes amis et moi. » Elle ne semblait plus l'écouter. Transfigurée de joie, elle paraissait en proie à une extase de bonheur. « Dorian, Dorian !» s'écria-t-elle. « Avant de vous connaître, je croyais que la seule réalité de la vie était le théâtre. C'était seulement pour le théâtre que je vivais. Je pensais que tout cela était vrai. J'étais une nuit Rosalinde et l'autre Portia. La joie de Béatrice était ma joie, et les tristesses de Cordélia furent miennes. Je croyais en tout. Les gens grossiers qui jouaient avec moi me semblaient pareils à des dieux. J'errais parmi les décors comme dans un monde à moi. Je ne connaissais que des ombres et je les croyais réelles. Vous êtes venu, ô mon bel amour, et vous avez délivré mon âme emprisonnée. Vous m'avez appris ce qu'était vraiment la réalité. Ce soir, pour la première fois de ma vie, je perçus le vide, la honte, la vilainie de ce que j'avais joué jusqu'alors. Ce soir, pour la première fois, j'eus la conscience que Roméo était hideux et vieux et grimé, que faux était le clair de lune du verger, que les décors étaient odieux, que les mots que je devais dire étaient menteurs, qu'ils n'étaient pas mes mots, que ce n'était pas ce que je devais dire. Vous m'avez élevé dans quelque chose de plus haut, dans quelque chose dont l'art n'est qu'un reflet. Vous m'avez fait comprendre ce qu'était véritablement l'amour. Mon amour, prince charmant, prince de ma vie. Je suis écœuré des ombres. Vous m'êtes plus que tout ce que l'art me pourra jamais être. Que puis-je avoir de commun avec les fantoches d'un drame? Quand j'arrivai ce soir, je ne pus comprendre comment cela m'avait quittée. Je pensais que j'allais être merveilleuse, et je m'aperçus que je ne pouvais rien faire. Soudain, la lumière se fit en moi, et la connaissance m'en fut exquise. Je les entendis siffler, et je me mis à sourire. Pourrait-il comprendre un amour tel que le nôtre? Emmène-moi, Dorian, emmène-moi quelque part où nous puissions être seuls. Je hais la scène, je puis mimer une passion que je ne ressens pas, mais je ne puis mimer ce quelque chose qui me brûle comme le feu. Oh, Dorian, Dorian, tu comprends maintenant ce que cela signifie? Même si je parvenais à le faire, ce serait une profanation, car pour moi, désormais, jouer, c'est d'être amoureuse. Voilà ce que tu m'as faite. Il tomba sur le sofa et détourna la tête. « Vous avez tué mon amour, » murmura-t-il. Elle le regarda avec admiration et se mit à rire. Il ne dit rien. Elle vint près de lui et de ses petits doigts lui caressa les cheveux. Elle s'agenouilla, lui baisant les mains. Il les retira, pris d'un frémissement. Il se dressa soudain et marcha vers la porte. « Oui, cria-t-il, vous avez tué mon amour. Vous avez dérouté mon esprit. Maintenant vous ne pouvez même exciter ma curiosité. Vous n'avez plus aucun effet sur moi. Je vous aimais parce que vous étiez admirable, parce que vous étiez intelligente et géniale, parce que vous réalisiez les rêves des grands poètes et que vous donniez une forme, un corps aux ombres de l'art. Vous avez jeté tout cela. Vous êtes stupide et bornée. Mon Dieu, combien je fus fou de vous aimer, quel insensé je fus. Vous ne m'êtes plus rien. Je ne veux plus vous voir. Je ne veux plus penser à vous. Je ne veux plus me rappeler votre nom. Vous ne pouvez vous douter de ce que vous étiez pour moi autrefois. Autrefois. Ah, je ne veux plus penser à tout cela. Je désirerais ne vous avoir jamais vu. Vous avez brisé le roman de ma vie. Comme vous connaissez peu l'amour pour penser qu'il eût pu gâter votre art. Vous n'êtes rien sans votre art. Je vous aurais faite splendide, fameuse, magnifique. Le monde vous aurait admiré et vous eussiez porté mon nom. Qu'êtes-vous maintenant? Une jolie actrice de 3e ordre. La jeune fille pâlissait et tremblait. Elle joignit les mains et d'une voix qui s'arrêta dans sa gorge. « Vous n'êtes pas sérieux, Dorian, » murmura-t-elle. « Vous jouez. »« Je joue. C'est bon pour vous, cela. Vous y réussissez si bien, » répondit-il amèrement. Elle se releva et, une expression pitoyable de douleur sur la figure, elle traversa le foyer et vint vers lui. Elle mit la main sur son bras et le regarda dans les yeux. Il l'éloigna. « Ne me touchez pas !» cria-t-il. Elle poussa un gémissement triste, et s'écroulant à ses pieds, elle resta sans mouvement, comme une fleur piétinée. « Dorian, Dorian, ne m'abandonnez pas !» souffla-t-elle. « Je suis désolée d'avoir si mal joué. Je pensais à vous tout le temps, mais j'essaierai, oui, j'essaierai. Cela me vint si vite, cet amour pour vous. Je pense que je l'eusse toujours ignoré, si vous ne m'aviez pas embrassée. Si nous ne nous étions pas embrassés.
Embrasse-moi encore, mon amour. Ne t'en va pas, je ne pourrais le supporter. Oh, ne t'en va pas. Mon frère. Non, ça ne fait rien. Il ne voulait pas dire cela. Il plaisantait. Mais vous, ne pouvez-vous me pardonner pour ce soir? Je veux tant travailler et essayer de faire des progrès. Ne me sois pas cruel, parce que je t'aime mieux que tout au monde. Après tout, c'est la seule fois que je t'ai déplu. Tu as raison, Dorian. J'aurais dû me montrer mieux qu'une artiste. C'était fou de ma part. Et cependant, je n'ai pu faire autrement. Oh, ne me quitte pas, ne m'abandonne pas. Une rafale de sanglots passionnés la courba. Elle s'écrasa sur le plancher comme une chose blessée. Dorian Gray, de ses beaux yeux, la regardait à terre. Ses lèvres fines retroussées, avec un dédain exquis. Il y a toujours quelque chose de ridicule dans les émotions des personnes que l'on a cessé d'aimer. Sibyl Vane lui semblait absurdement mélodramatique. Ses larmes et ses sanglots l'ennuyaient. « Je m'en vais, » dit-il d'une calme voix claire. « Je ne veux pas être cruel davantage, mais je ne puis vous revoir. Vous m'avez dépouillé de toutes mes illusions. » Elle pleurait silencieusement et ne fit point de réponse. Rampante, elle se rapprocha. Ses petites mains se tendirent comme celles d'un aveugle et semblèrent le chercher. Il tourna sur ses talons et quitta le foyer. Quelques instants après, il était dehors. Où il alla, il ne s'en souvint. Il se rappela vaguement avoir vagabondé par des rues mal éclairées, passé sous des voûtes sombres et devant des maisons aux façades hostiles. Des femmes avec des voix enrouées et des rires éraillés l'avaient appelé. Il avait rencontré de chancelants ivrognes jurant, se grommelant à eux-mêmes des choses comme des singes monstrueux. Des enfants grotesques se pressaient devant des seuils, des cris, des jurons partaient des cours obscures. À l'aube, il se trouva devant Covent Garden. Les ténèbres se dissipaient, et coloré de feux affaiblis, le ciel prit des teintes perlées. De lourdes charrettes, remplies de lys vacillants, roulèrent doucement sur les pavés des rues désertes. L'air était plein du parfum des fleurs, et leur beauté sembla apporter un réconfort à sa peine. Il entra dans un marché et observa les hommes déchargeant les voitures. Un charretier en blouse blanche lui offrit des cerises. Il le remercia, s'étonnant qu'il ne voulût accepter aucun argent, et les mangea distraitement. Elles avaient été cueillies dans la nuit, et la fraîcheur de la lune les avait pénétrées. Une bande de garçons portant des corbeilles de tulipes rayées de roses jaunes et rouges défila devant lui, à travers les monceaux de légumes d'un verre de jade. Sous le portique aux piliers grisâtres musait une troupe de filles têtes nues, attendant la fin des enchères. D'autres s'ébattaient aux alentours des portes sans cesse ouvertes des bars de la piazza. Les énormes chevaux de camion glissaient ou frappaient du pied sur les pavés raboteux, faisant sonner leurs cloches et leurs harnais. Quelques conducteurs gisaient endormis sur des piles de sacs. Des pigeons, au cou irisé, aux pattes roses, voltigeaient, picorant des graines. Au bout de quelques instants, il héla un hansom et se fit conduire chez lui. Un moment, il s'attarda sur le seuil, regardant le square silencieux, les fenêtres fermées, les persiennes closes. Le ciel s'opalisait maintenant, et les toits des maisons luisaient comme de l'argent. D'une cheminée en face, un fin filet de fumée s'élevait. Il ondula, comme un ruban violet, à travers l'atmosphère couleur de nacre. Dans la grosse lanterne vénitienne dorée, dépouille de quelques gondoles d'Ogale, qui pendaient au plafond du grand hall d'entrée aux panneaux de chêne, 3 jets vacillants de lumière brillaient encore. Ils semblaient de minces pétales de flammes, bleus et blancs. Il les éteignit, et après avoir jeté son chapeau et son manteau sur une table, traversant la bibliothèque, il poussa la porte de sa chambre à coucher, une grande pièce octogone située au rez-de-chaussée, que dans son goût naissant de luxe, il avait fait décorer et garnir de curieuses tapisseries Renaissance qu'il avait découvertes dans une mansarde délabrée de Selby Royal, où elles s'étaient conservées. Comme il tournait la poignée de la porte, ses yeux tombèrent sur son portrait peint par Basil Hallward. Il tressaillit d'étonnement. Il entra dans sa chambre, vaguement surpris. Après avoir défait le premier bouton de sa redingote, il parut hésiter. Finalement, il revint sur ses pas, s'arrêta devant le portrait et l'examina. Dans le peu de lumière traversant les rideaux de soie crème, la face lui parut un peu changée. L'expression semblait différente. On eût dit qu'il y avait comme une touche de cruauté dans la bouche. C'était vraiment étrange. Il se tourna et, marchant vers la fenêtre, tira les rideaux.
Une vive clarté emplit la chambre et balaya les ombres fantastiques des coins obscurs où elle flottait. L'étrange expression qui l'avait surprise dans la face y demeurait, plus perceptible encore. La palpitante lumière montrait des lignes de cruauté autour de la bouche, comme si lui-même, après avoir fait quelque horrible chose, les surprenait sur sa face dans un miroir. Il recula, et prenant sur une table une glace ovale entourée de petits amours d'ivoire, un des nombreux présents de Lord Henry, se hâta de se regarder dans ses profondeurs polies. Nulle ligne comme celle-là ne tourmentait l'écarlate de ses lèvres. Qu'est-ce que cela voulait dire? Il se frotta les yeux, s'approcha plus encore du tableau et l'examina de nouveau. Personne n'y avait touché, certes, et cependant il était hors de doute que quelque chose y avait été changé. Il ne rêvait pas, la chose était horriblement apparente. Il se jeta dans un fauteuil et rappela ses esprits. Soudainement, lui revint ce qu'il avait dit dans l'atelier de Basil le jour même où le portrait avait été terminé. Oui, il s'en souvenait parfaitement. Il avait énoncé le désir fou de rester jeune alors que vieillirait ce tableau, que sa beauté ne pût se ternir et qu'il fût donné à ce portrait peint sur cette toile de porter le poids de ses passions, de ses péchés. Cette peinture ne pouvait-elle donc être marquée des lignes de souffrance et de doute, alors que lui-même garderait l'épanouissement délicat et la joliesse de son adolescence? Son vœu, par Dieu, ne pouvait être exaucé. De telles choses sont impossibles. C'était même monstrueux de les évoquer, et cependant le portrait était devant lui, portant à la bouche une moue de cruauté. Cruauté? Avait-il été cruel? C'était la faute de cet enfant, non la sienne. Il l'avait rêvé une grande artiste, lui avait donné son amour parce qu'il l'avait crue géniale. Elle l'avait désappointé, elle s'était montrée quelconque, indigne. Tout de même, un sentiment de regret infini l'envahit, en la revoyant dans son esprit, prostrée à ses pieds, sanglotant comme un petit enfant. Il se rappela avec quelle insensibilité il l'avait regardée alors. Pourquoi avait-il été fait ainsi? Pourquoi une pareille âme lui avait-elle été donnée? Mais n'avait-il pas souffert aussi? Pendant les 3 heures qu'avait duré la pièce, il avait vécu des siècles de douleur, des éternités sur des éternités de torture. Sa vie valait bien la sienne. S'il l'avait blessée, n'avait-elle pas de son côté enlaidi son existence? D'ailleurs, les femmes sont mieux organisées que les hommes pour supporter les chagrins. Elles vivent d'émotions, elles ne pensent qu'à cela. Quand elles prennent des amants, c'est simplement pour avoir quelqu'un à qui elles puissent faire des scènes. Lord Henry le lui avait dit, et Lord Henry connaissait les femmes. Pourquoi s'inquiéterait-il de Sibyl Vane? Elle ne lui était rien. Mais le portrait, que dire de cela? Il possédait le secret de sa vie, en révélait l'histoire. Il lui avait appris à aimer sa propre beauté. Lui apprendrait-il à haïr son âme? Devait-il le regarder encore? Non. C'était purement une illusion de ses sens troublés. L'horrible nuit qu'il venait de passer avait suscité des fantômes. Tout d'un coup, cette tache écarlate qui rend les hommes déments s'était étendue sur son cerveau. Le portrait n'avait pas changé. C'était folie d'y songer. Cependant, il le regardait, avec sa belle figure ravagée, son cruel sourire. Sa brillante chevelure rayonnait dans le soleil du matin. Ses yeux d'azur rencontrèrent les siens. Un sentiment d'infinie pitié, non pour lui-même, mais pour son image peinte, le saisit. Elle était déjà changée, et elle s'altérerait encore. L'or se ternirait, les rouges et blanches roses de son teint se flétriraient. Pour chaque péché qu'il commettrait, une tache s'ajouterait aux autres taches, recouvrant peu à peu sa beauté. Mais il ne pécherait pas. Le portrait, changé ou non, lui serait le visible emblème de sa conscience. Il résisterait aux tentations. Il ne verrait jamais plus Lord Henry. Il n'écouterait plus, de toute façon, les subtiles théories empoisonnées qui avaient, pour la première fois, dans le jardin de Basil, insufflé en lui la passion d'impossibles choses. Il retournerait à Sibyl Vane, lui présenterait ses repentirs, l'épouserait, essaierait de l'aimer encore. Oui, c'était son devoir. Elle avait souffert plus que lui. Pauvre enfant, il avait été égoïste et cruel envers elle. Elle reprendrait sur lui la fascination de jadis. Ils seraient heureux ensemble. La vie à côté d'elle serait belle et pure. Il se leva du fauteuil, tira un haut et large paravent devant le portrait, frissonnant encore pendant qu'il le regardait. Quelle horreur! Pensait-il en allant ouvrir la porte-fenêtre. Quand il fut sur le gazon, il poussa un profond soupir. L'air frais du matin parut dissiper toutes ses noires pensées. Il songeait seulement à Sibyl. Un écho affaibli de son amour lui revint. Il répéta son nom et le répéta encore.
les oiseaux qui chantaient dans le jardin plein de rosées semblaient parler d'elle aux fleurs. Fin du chapitre 7, enregistré par Pauline Latournerie. Chapitre 8 de Le portrait de Dorian Gray. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Pauline Latournerie, Le portrait de Dorian Gray by Oscar Wilde, traduit par Eugène Tardieu, chapitre 8. Midi avait sonné depuis longtemps quand il s'éveilla. Son valet était venu plusieurs fois sur la pointe du pied dans la chambre, voir s'il dormait encore, et s'était demandé ce qui pouvait bien retenir si tard au lit son jeune maître. Finalement, Victor entendit retentir le timbre, et il arriva doucement, portant une tasse de thé et un paquet de lettres sur un petit plateau de vieux sèvres chinois. Il tira les rideaux de satin olive au dessin bleu, tendus devant les 3 grandes fenêtres. « Monsieur a bien dormi ce matin ?» remarqua-t-il souriant. « Quelle heure est-il, Victor ?» demanda Dorian Gray paresseusement. « 1h15, monsieur. »« Si tard !» Il s'assit dans son lit et, après avoir bu un peu de thé, se mit à regarder les lettres. L'une d'elles était de Lord Henry et avait été apportée le matin même. Il hésita un moment et la mit de côté. Il ouvrit les autres nonchalamment. Elle contenait la collection ordinaire de cartes d'invitation à dîner, de billets pour des expositions privées, des programmes de concerts de charité et tout ce que peut recevoir un jeune homme à la mode chaque matin durant la saison. Il trouva une lourde facture pour un nécessaire de toilette Louis XV en argent ciselé qu'il n'avait pas encore eu le courage d'envoyer à ses tuteurs, gens de jadis qui ne comprenaient point que nous vivons dans un temps où les choses inutiles sont les seules choses nécessaires. Il parcourut encore quelques courtoises propositions de prêteurs d'argent de Jermyn Street, qui s'offraient à lui avancer n'importe quelle somme aussitôt qu'il le jugerait bon et aux taux les plus raisonnables. 10 minutes après, il se leva, mit une robe de chambre en cachemire brodée de soie et passa dans la salle de bain pavée en onyx. L'eau froide le ranima après ce long sommeil. Il sembla avoir oublié tout ce par quoi il venait de passer. Une obscure sensation d'avoir pris part à quelque étrange tragédie lui traversa l'esprit une fois ou deux, mais comme entouré de l'irréalité d'un rêve. Aussitôt qu'il fut habillé, il entra dans la bibliothèque et s'assit devant un léger déjeuner à la française, servi sur une petite table mise près de la fenêtre ouverte. Il faisait un temps délicieux. L'air chaud paraissait chargé d'épices. Une abeille entra et bourdonna autour du bol bleu dragon, rempli de roses d'un jaune de soufre, qui était posé devant lui. Il se sentit parfaitement heureux. Ses regards, tout à coup, tombèrent sur le paravent qu'il avait placé devant le portrait, et il tressaillit. « Monsieur a froid ?» demanda le valet en servant une omelette. « Je vais fermer la fenêtre. » Dorian secoua la tête. « Je n'ai pas froid. » murmura-t-il. Était-ce vrai? Le portrait avait-il réellement changé? Ou était-ce simplement un effet de sa propre imagination qui lui avait montré une expression de cruauté là où avait été peinte une expression de joie? Sûrement une toile peinte ne pouvait ainsi s'altérer. Cette pensée était absurde. Ça serait un jour une bonne histoire à raconter à Basile, elle l'amuserait. Cependant, le souvenir lui en était encore présent. D'abord, dans la pénombre, ensuite, dans la pleine clarté, il l'avait vue, cette touche de cruauté autour de ses lèvres tourmentées. Il craignait presque que le valet ne quittât la chambre, car il savait qu'il courrait encore contempler le portrait sitôt seul. Il en était sûr. Quand le domestique, après avoir servi le café et les cigarettes, se dirigea vers la porte, il se sentit un violent désir de lui dire de rester. Comme la porte se fermait derrière lui, il le rappela. Le domestique demeurait immobile, attendant les ordres. Dorian le regarda. « Je n'y suis pour personne, Victor, » dit-il avec un soupir. L'homme s'inclina et disparut. Alors il se leva de table, alluma une cigarette et s'étendit sur un divan aux luxueux coussins placé en face du paravent. Il observait curieusement cet objet
Ce paravent vétuste fait de cuir de cordoue doré, frappé et ouvré sur un modèle fleuri datant de Louis XIV, se demandant s'il lui était jamais arrivé encore de cacher le secret de la vie d'un homme. Enlèverait-il le paravent après tout? Pourquoi pas le laisser là? À quoi bon savoir? Si c'était vrai, c'était terrible. Sinon, cela ne valait pas la peine qu'on s'en occupât. Mais si, par un hasard malheureux, d'autres yeux que les siens découvraient le portrait et en constataient l'horrible changement, que ferait-il si Basil Hallward venait et demandait à revoir son propre tableau? Basil le ferait sûrement. Il lui fallait examiner à nouveau la toile. Tout, plutôt que cet infernal état de doute. Il se leva et alla fermer les 2 portes. Au moins, il serait seul à contempler le masque de sa honte. Alors, il tira le paravent et face à face se regarda. Oui, c'était vrai. Le portrait avait changé. Comme souvent, il se le rappela plus tard, et toujours non sans étonnement, il se trouva qu'il examinait le portrait avec un sentiment indéfinissable d'intérêt scientifique. Qu'un pareil changement fût arrivé, cela lui semblait impossible, et cependant cela était. Y avait-il quelques subtiles affinités entre les atomes chimiques mêlés en forme et en couleur sur la toile et l'âme qu'elle renfermait? Se pouvait-il qu'ils l'eussent réalisé, ce que cette âme avait pensé, que ce qu'elle rêva, ils l'eussent fait vrai? N'y avait-il dans cela quelque autre et terrible raison? Il frissonna, effrayé. Retournant vers le divan, il s'y laissa tomber, regardant hagard le portrait en frémissant d'horreur. Cette chose avait eu toutefois un effet sur lui. Il devenait conscient de son injustice et de sa cruauté envers Sibyl Vane. Il n'était pas trop tard pour réparer ses torts. Elle pouvait encore devenir sa femme. Son égoïste amour irréel céderait à quelque plus haute influence, se transformerait en une noble passion, et son portrait par Basil Hallward lui serait un guide à travers la vie, lui serait ce qu'est la sainteté à certains, la conscience à d'autres et la crainte de Dieu à tous. Il y a des opiums pour les remords, des narcotiques moraux pour l'esprit. Oui, cela était un symbole visible de la dégradation qu'amenait le péché. C'était un signe avertisseur des désastres prochains que les hommes préparent à leur âme. 3 heures sonnèrent, puis 4. La demie tinta son double carillon. Dorian Gray ne bougeait pas. Il essayait de réunir les fils vermeils de sa vie et de les tresser ensemble. Il tentait de trouver son chemin à travers le labyrinthe d'ardentes passions dans lequel il errait. Il ne savait quoi faire, quoi penser. Enfin, il se dirigea vers la table et rédigea une lettre passionnée à la jeune fille qu'il avait aimée, implorant son pardon et s'accusant de démence. Il couvrit des pages de mots de chagrin furieux suivis de plus furieux cris de douleur. Il y a une sorte de volupté à se faire des reproches. Quand nous nous blâmons, nous pensons que personne autre n'a le droit de nous blâmer. C'est la confession, non le prêtre, qui nous donne l'absolution. Quand Dorian eut terminé sa lettre, il se sentit pardonné. On frappa tout à coup à la porte, et il entendit en dehors la voix de Lord Henry. « Mon cher ami, il faut que je vous parle. Laissez-moi entrer, je ne puis supporter de vous voir ainsi barricadé. » Il ne répondit pas, et resta sans faire aucun mouvement. On cogna de nouveau, puis très fort. Ne valait-il pas mieux laisser entrer Lord Henry et lui expliquer le nouveau genre de vie qu'il allait mener, se quereller avec lui si cela devenait nécessaire, le quitter si cette inévitable partie s'imposait? Il se dressa, alla en hâte tirer le paravent sur le portrait et ôta le verrou de la porte. « Je suis vraiment fâché de mon insistance, Dorian, dit Lord Henry en entrant, mais vous ne devez pas trop songer à cela. »« À Sibyl Vane, voulez-vous dire ?» interrogea le jeune homme. « Naturellement, » répondit Lord Henry, s'asseyant dans un fauteuil et retirant lentement ses gants jaunes. « C'est terrible à un certain point de vue, mais ce n'est pas votre faute. Dites-moi, est-ce que vous êtes allé dans les coulisses après la pièce ?»« Oui. »« J'en étais sûr. Vous lui fîtes une scène ?»« Je fus brutal, Harry, parfaitement brutal. Mais c'est fini maintenant. Je ne suis pas fâché que cela soit arrivé. Cela m'a appris à me mieux connaître. »« Ah, Dorian, je suis content que vous preniez ça de cette façon. J'avais peur de vous voir plongé dans le remords et vous arrachant vos beaux cheveux bouclés. »« Ah non, j'en ai fini, » dit Dorian secouant la tête en souriant. « Je suis à présent parfaitement heureux.
Je sais ce qu'est la conscience, pour commencer. Ce n'est pas ce que vous m'aviez dit. C'est la plus divine chose qui soit en nous. Ne vous en moquez plus, Harry, au moins devant moi. J'ai besoin d'être bon. Je ne puis me faire à l'idée d'avoir une vilaine âme. Une charmante base artistique pour la morale, Dorian. Je vous en félicite, mais par quoi allez-vous commencer? Mais par épouser Sibyl Vane. Épouser Sibyl Vane? S'écria Lord Henry, sursautant et le regardant avec un étonnement perplexe. Mais, mon cher Dorian! Oui, Harry, je sais ce que vous m'allez dire, un éreintement du mariage. Ne le développez pas. Ne me dites plus rien de nouveau là-dessus. J'ai offert il y a 2 jours à Sibyl Vane de l'épouser. Je ne veux point lui manquer de parole. Elle sera ma femme. Votre femme, Dorian? N'avez-vous donc pas reçu ma lettre? Je vous ai écrit ce matin, et vous ai fait tenir la lettre par mon domestique. Votre lettre? Ah, oui, je me souviens. Je ne l'ai pas encore lue, Harry. Je craignais d'y trouver quelque chose qui me ferait de la peine. Vous m'empoisonnez la vie avec vos épigrammes. Vous ne connaissez donc rien? Que voulez-vous dire? Lord Henry traversa la chambre et, s'asseyant à côté de Dorian Gray, lui prit les 2 mains dans les siennes et les lui serrant étroitement. « Dorian, lui dit-il, ma lettre, ne vous effrayez pas, vous informait de la mort de Sibyl Vane. » Un cri de douleur jaillit des lèvres de l'adolescent. Il bondit sur ses pieds, s'arrachant de l'étreinte de Lord Henry. « Morte! Sibyl morte! Ce n'est pas vrai, c'est un horrible mensonge! Comment osez-vous dire cela? » « C'est parfaitement vrai, Dorian, » dit gravement Lord Henry. « C'est dans les journaux de ce matin. Je vous écrivais pour vous dire de ne recevoir personne jusqu'à mon arrivée. Il y aura une enquête dans laquelle il ne faut pas que vous soyez mêlés. Des choses comme celle-là mettent un homme à la mode à Paris, mais à Londres on a tant de préjugés. Ici, on ne débute jamais avec un scandale. On réserve cela pour donner un intérêt à ses vieux jours. J'aime à croire qu'on ne connaît pas votre nom au théâtre. S'il en est ainsi, tout va bien. Personne ne vous vit aux alentours de sa loge. Ceci est de toute importance. » Dorian ne répondit point pendant quelques instants. Il était terrassé d'épouvante. Il balbutia enfin d'une voix étouffée. « Harry, vous parlez d'enquête? Que voulez-vous dire? Sibyl aurait-elle... Oh, Harry, je ne veux pas y penser, mais parlez vite. Dites-moi tout. » « Je n'ai aucun doute. Ce n'est pas un accident, Dorian, quoique le public puisse le croire. Il paraîtrait que, lorsqu'elle allait quitter le théâtre avec sa mère vers 00:30 environ, elle dit qu'elle avait oublié quelque chose chez elle. On l'attendit quelque temps, mais elle ne redescendait point. On monta, et on la trouva morte sur le plancher de sa loge. Elle avait avalé quelque chose par erreur, quelque chose de terrible dont on fait usage dans les théâtres. Je ne sais ce que c'était, mais il devait y avoir de l'acide prussique ou du blanc de céruse là-dedans. Je croirais volontiers à de l'acide prussique, car elle semble être morte instantanément. « Harry, Harry, c'est horrible !» cria le jeune homme. « Oui, c'est vraiment tragique, bien sûr. Mais il ne faut pas que vous y soyez mêlés. J'ai vu dans le Standard qu'elle avait 17 ans. J'aurais cru qu'elle était plus jeune. Elle avait l'air d'une enfant et savait si peu jouer. Dorian, ne vous frappez pas. Venez dîner avec moi. Et après, nous irons à l'opéra. La Patti joue ce soir et tout le monde sera là. Vous viendrez dans la loge de ma sœur, il s'y trouvera quelques jolies femmes. » Ainsi, j'ai tué Sibyl Vane, murmurait Dorian. Je l'ai tuée aussi sûrement que si j'avais coupé sa petite gorge avec un couteau. Et cependant, les roses pour cela n'en sont pas moins belles, les oiseaux n'en chanteront pas moins dans mon jardin. Et ce soir, je vais aller dîner avec vous. J'irai de là à l'opéra et sans doute j'irai souper quelque part ensuite. Combien la vie est puissamment dramatique. Si j'avais lu cela dans un livre, Harry, je pense que j'en aurais pleuré. Maintenant que cela arrive, et à moi, cela me semble beaucoup trop stupéfiant pour en pleurer. Tenez, voici la première lettre d'amour passionnée que j'ai jamais écrite de ma vie. Ne trouvez-vous pas étrange que cette première lettre d'amour soit adressée à une fille morte? Peuvent-ils sentir ces êtres blancs et silencieux que nous appelons les morts? Sibyl peut-elle sentir, savoir, écouter? Oh, Harry, comme je l'aimais! Il me semble qu'il y a des années,
Elle m'était tout. Vint cet affreux soir, était-ce la nuit dernière, où elle joua si mal et mon cœur se brisa. Elle m'expliqua pourquoi. Ce fut horriblement touchant. Je ne fus pas ému. Je la croyais sotte. Quelque chose arriva soudain qui m'épouvanta. Je ne puis vous dire ce que ce fut, mais ce fut terrible. Je voulus retourner à elle. Je sentis que je m'étais mal conduit. Et maintenant elle est morte. Mon Dieu, Harry, que dois-je faire? Vous savez dans quel danger je suis, et rien n'est là pour m'en garder. Elle aurait fait cela pour moi. Elle n'avait point le droit de se tuer. Ce fut égoïste de sa part. Mon cher Dorian, répondit Lord Henry, prenant une cigarette et tirant de sa poche une boîte d'allumettes dorées, la seule manière dont une femme puisse réformer un homme est de l'importuner de telle sorte qu'il perde tout intérêt possible à l'existence. Si vous aviez épousé cette jeune fille, vous auriez été malheureux, vous l'auriez traitée gentiment, on peut toujours être bon envers les personnes desquelles on n'attend rien, mais elle aurait bientôt découvert que vous lui étiez absolument indifférent, et quand une femme a découvert cela de son mari, ou elle se fagote terriblement, ou bien elle porte de pimpants chapeaux que paie le mari d'une autre femme. Je ne dis rien de l'adultère, qui aurait pu être abject, qu'en somme je n'aurais pas permis, mais je vous assure, dans tous les cas, que tout cela eût été un parfait désastre. « C'est possible, » murmura le jeune homme horriblement pâle, en marchant de long en large dans la chambre. « Mais je pensais que cela était de mon devoir. Ce n'est point ma faute si ce drame m'a empêché de faire ce que je croyais juste. Je me souviens que vous m'avez dit une fois qu'il pesait une fatalité sur les bonnes résolutions, qu'on les prenait toujours trop tard. La mienne en est un exemple. Les bonnes résolutions ne peuvent qu'inutilement intervenir contre les lois scientifiques. Leur origine est de pure vanité et leur résultat est nil. De temps à autre, elles nous donnent quelques luxueuses émotions stériles qui possèdent pour les faibles un certain charme. Voilà ce que l'on peut en déduire. On peut les comparer à des chèques qu'un homme tirerait sur une banque où il n'aurait point de compte ouvert. « Harry !» s'écria Dorian Gray venant s'asseoir près de lui. « Pourquoi est-ce que je ne puis sentir cette tragédie comme je voudrais le faire? Je ne suis pas sans cœur, n'est-ce pas ?» « Vous avez fait trop de folie durant la dernière quinzaine pour qu'il vous soit permis de vous croire ainsi, Dorian, » répondit Lord Henry, avec son doux et mélancolique sourire. Le jeune homme fronça les sourcils. « Je n'aime point cette explication, Harry, » reprit-il, « mais cela me fait plaisir d'apprendre que vous ne me croyez pas sans cœur. Je ne le suis vraiment pas, je le sais, et cependant je me rends compte que je ne suis pas affecté par cette chose comme je le devrais être. Elle me semble simplement être le merveilleux épilogue d'un merveilleux drame. Cela a toute la beauté terrible d'une tragédie grecque, une tragédie dans laquelle j'ai pris une grande part, mais dans laquelle je ne fus point blessé. » « Oui, en vérité, c'est une question intéressante, » dit Lord Henry, qui trouvait un plaisir exquis à jouer sur l'égoïsme inconscient de l'adolescent. « Une question extrêmement intéressante. Je m'imagine que la seule explication en est celle-ci. Il arrive souvent que les véritables tragédies de la vie se passent d'une manière si peu artistique qu'elles nous blessent par leur violence crue, leur incohérence absolue, leur absurde besoin de signifier quelque chose, leur entier manque de style. Elles nous affectent tout ainsi que la vulgarité, elles nous donnent une impression de la pure force brutale et nous nous révoltons contre cela. Parfois, cependant, une tragédie possédant des éléments artistiques de beauté traverse notre vie. Si ces éléments de beauté sont réels, elle en appelle à nos sens de l'effet dramatique. Nous nous trouvons tout à coup non plus les acteurs mais les spectateurs de la pièce, ou plutôt nous sommes les deux. Nous nous surveillons nous-mêmes et le simple intérêt du spectacle nous séduit. Qu'est-il réellement arrivé dans le cas qui nous occupe ? Une femme s'est tuée par amour pour vous. Je suis ravi que pareille chose ne me soit jamais arrivée. Cela m'aurait fait aimer l'amour pour le restant de mes jours. Les femmes qui m'ont adoré, elles n'ont pas été nombreuses, mais il y en a eu, ont voulu continuer alors que depuis longtemps j'avais cessé d'y prêter attention, ou elles de faire attention à moi. Elles sont devenues grasses et assommantes, et quand je les rencontre, elles entament le chapitre des réminiscences. Oh, la terrible mémoire des femmes! Quelle chose effrayante! Quelle parfaite stagnation intellectuelle cela révèle! On peut garder dans sa mémoire la couleur de la vie, mais on ne peut se souvenir des détails toujours vulgaires. « Je sèmerai des pavots dans mon jardin, » soupira Dorian.
Je n'en vois pas la nécessité, répliqua son compagnon. La vie a toujours des pavots dans les mains. Certes, de temps à autre, les choses durent. Une fois, je ne portais que des violettes toute une saison, comme manière artistique de porter le deuil d'une passion qui ne voulait mourir. Enfin, elle mourut. Je ne sais ce qui la tua. Je pense que ce fut la proposition de sacrifier le monde entier pour moi. C'est toujours un moment ennuyeux. Cela vous remplit de la terreur de l'éternité. Eh bien, le croyez-vous ? Il y a une semaine, je me trouvais chez Lady Hampshire, assis au dîner près de la dame en question, et elle insista pour recommencer de nouveau en déblayant le passé et ratissant le futur. J'avais enterré mon roman dans un lit d'asphodèle, elle prétendait l'exhumer et m'assurait que je n'avais pas gâté sa vie. Je suis autorisé à croire qu'elle mangea énormément, aussi ne ressentis-je aucune anxiété. Mais quel manque de goût elle montra! Le seul charme du passé est que c'est le passé, et les femmes ne savent jamais quand la toile est tombée. Elles réclament toujours un 6e acte et proposent de continuer le spectacle quand l'intérêt s'en est allé. Si on leur permettait d'en faire à leur gré, toute comédie aurait une fin tragique et toute tragédie finirait en farce. Elles sont délicieusement artificielles, mais elles n'ont aucun sens de l'art. Vous êtes plus heureux que moi. Je vous assure, Dorian, qu'aucune des femmes que j'ai connues n'aurait fait pour moi ce que Sibyl Vane a fait pour vous. Les femmes ordinaires se consolent toujours, quelques-unes en portant des couleurs sentimentales. Ne placez jamais votre confiance en une femme qui porte du mauve, quel que soit son âge, ou dans une femme de 35 ans affectionnant les rubans roses. Cela veut toujours dire qu'elles ont une histoire. D'autres trouvent une grande consolation à la découverte inopinée des bonnes qualités de leur mari. Elles font parade de leur félicité conjugale comme si c'était le plus fascinant des péchés. La religion en console d'autres encore. Ces mystères ont tout le charme d'un flirt, me dit un jour une femme, et je puis le comprendre. En plus, rien ne vous fait si vain que de vous dire que vous êtes un pécheur. La conscience fait de nous des égoïstes. Oui, il n'y a réellement pas de fin aux consolations que les femmes trouvent dans la vie moderne, et je n'ai point encore mentionné la plus importante. Quelle est-elle, Harry ? Demanda indifféremment le jeune homme. La consolation évidente, prendre un nouvel adorateur quand on en perd un. Dans la bonne société, cela vous rajeunit toujours une femme. Mais réellement, Dorian, combien Sibyl Vane devait être dissemblable des femmes que nous rencontrons. Il y a quelque chose d'absolument beau dans sa mort. Je suis heureux de vivre dans un siècle où de pareils miracles se produisent. Ils nous font croire à la réalité des choses avec lesquelles nous jouons, comme le roman, la passion, l'amour. Je fus bien cruel envers elle. Vous l'oubliez ? Je suis certain que les femmes apprécient la cruauté, la vraie cruauté, plus que n'importe quoi. Elles ont d'admirables instincts primitifs. Nous les avons émancipées, mais elles n'en sont pas moins restées des esclaves cherchant leur maître. Elles aiment être dominées. Je suis sûr que vous fûtes splendide. Je ne vous ai jamais vu dans une véritable colère, mais je m'imagine combien vous devez être charmant. Et d'ailleurs, vous m'avez dit quelque chose avant-hier qui me parut alors quelque peu fantaisiste, mais que je sens maintenant parfaitement vrai et qui me donne la clé de tout. Qu'était-ce, Harry ? Vous m'avez dit que Sibyl Vane vous représentait toutes les héroïnes de romans, qu'elle était un soir Desdémone et un autre Ophélie, qu'elle mourait comme Juliette et ressuscitait comme Imogène. Elle ne ressuscitera plus jamais maintenant, dit le jeune homme, la face dans ses mains. Non, elle ne ressuscitera plus. Elle a joué son dernier rôle, mais il vous faut penser à cette mort solitaire dans cette loge clinquante, comme si c'était un étrange fragment lugubre de quelque tragédie jacobine, comme à une scène surprenante de Webster, de Ford ou de Cyril Tourneur. Cette jeune fille n'a jamais vécu, en réalité, et elle n'est jamais morte. Elle vous fut toujours comme un songe, comme ce fantôme qui apparaît dans les drames de Shakespeare, les rendant plus adorables par sa présence, comme un roseau à travers lequel passe la musique de Shakespeare, enrichie de joie et de sonorité. Elle gâta sa vie au moment où elle y entra, et la vie la gâta. Elle en mourut. Pleurez pour Ophélie si vous voulez, couvrez-vous le front de cendres parce que Cordelia a été étranglée, invectivez le ciel parce que la fille de Brabantio est trépassée, mais ne gaspillez pas vos larmes sur le cadavre de Sibyl Vane. Celle-ci était moins réelle que celle-là. Un silence suivit. Le crépuscule assombrissait la chambre. Sans bruit, à pas de velours, les ombres se glissaient dans le jardin. Les couleurs des objets s'évanouissaient paresseusement. Après quelques minutes, Dorian Gray releva la tête. « Vous m'avez expliqué à moi-même, Harry, » murmura-t-il avec un soupir de soulagement. « Je sentais tout ce que vous m'avez dit, mais, en quelque sorte,
J'en étais effrayée, et je n'osais me l'exprimer à moi-même. Comme vous me connaissez bien. Mais nous ne parlerons plus de ce qui est arrivé. Ce fut une merveilleuse expérience, c'est tout. Je ne crois pas que la vie me réserve encore quelque chose d'aussi merveilleux. La vie a tout en réserve pour vous, Dorian. Il n'est rien, avec votre extraordinaire beauté, que vous ne soyez capable de faire. Mais songez, Harry, que je deviendrai grotesque, vieux, ridé. Alors, reprit Lord Henry en se levant, alors, mon cher Dorian, vous aurez à combattre pour vos victoires. Actuellement, elles vous sont à portée. Il faut que vous gardiez votre beauté. Nous vivons dans un siècle qui lit trop pour être sage et qui pense trop pour être beau. Nous ne pouvons nous passer de vous. Maintenant, ce que vous avez de mieux à faire, c'est d'aller vous habiller et de descendre au club. Nous sommes plutôt en retard, comme vous le voyez. Je pense que je vous rejoindrai à l'opéra, Harry. Je suis trop fatiguée pour manger quoi que ce soit. Quel est le numéro de la loge de votre sœur ? 27, je crois. C'est au premier rang. Vous verrez son nom sur la porte. Je suis désolé que vous ne veniez dîner. Ça ne m'est point possible, dit Dorian nonchalamment. Je vous suis bien obligé pour tout ce que vous m'avez dit. Vous êtes certainement mon meilleur ami. Personne ne m'a compris comme vous. Nous sommes seulement au commencement de notre amitié, Dorian, répondit Lord Henry en lui serrant la main. Adieu. Je vous verrai avant 9h30, j'espère. Souvenez-vous que la Patti chante. Comme il fermait la porte derrière lui, Dorian Gray sonna, et au bout d'un instant Victor apparut avec les lampes et tira les jalousies. Dorian s'impatientait, voulant déjà être parti, et il lui semblait que Victor n'en finissait pas. Aussitôt qu'il fut sorti, il se précipita vers le paravent et découvrit la peinture. Non, rien n'était changé de nouveau dans le portrait. Il avait su la mort de Sibyl Vane avant lui. Il savait les événements de la vie alors qu'ils arrivaient. La cruauté méchante qui gâtait les fines lignes de la bouche avait apparu sans doute au moment même où la jeune fille avait bu le poison. Ou bien était-il indifférent aux événements? Connaissait-il simplement ce qui se passait dans l'âme? Il s'étonnait, espérant que quelque jour il verrait le changement se produire devant ses yeux, et cette pensée le fit frémir. Pauvre Sibyl! Quel roman cela avait été! Elle avait souvent mimé la mort au théâtre. La mort l'avait touchée et prise avec elle. Comment avait-elle joué cette ultime scène terrifiante? L'avait-elle maudit en mourant? Non, elle était morte par amour pour lui, et l'amour désormais lui serait un sacrement. Elle avait tout racheté par le sacrifice qu'elle avait fait de sa vie. Il ne voulait plus songer à ce qu'elle lui avait fait éprouver pendant cette terrible soirée au théâtre. Quand il penserait à elle, ce serait comme à une prestigieuse figure tragique envoyée sur la scène du monde pour y montrer la réalité suprême de l'amour. Une prestigieuse figure tragique. Des larmes lui montèrent aux yeux en se souvenant de son air enfantin, de ses manières douces et capricieuses, de sa farouche et tremblante grâce. Il les refoula en hâte et regarda de nouveau le portrait. Il sentit que le temps était venu, cette fois, de faire son choix. Son choix n'avait-il été déjà fait? Oui, la vie avait décidé pour lui, la vie et aussi l'âpre curiosité qu'il en avait. L'éternelle jeunesse, l'infinie passion, les plaisirs subtils et secrets, les joies ardentes et les péchés plus ardents encore, toutes ces choses il devait les connaître. Le portrait assumerait le poids de sa honte. Voilà tout. Une sensation de douleur le poignit en pensant à la désagrégation que subirait sa belle face peinte sur la toile. Une fois, moquerie gamine de Narcisse, il avait baisé ou feint de baiser ses lèvres peintes, qui maintenant lui souriaient si cruellement. Des jours et des jours il s'était assis devant son portrait, s'émerveillant de sa beauté, presque en amoureux d'elle comme il lui sembla maintes fois. Devait-elle s'altérer à présent à chaque péché auquel il céderait? Cela deviendrait-il un monstrueux et dégoûtant objet à cacher dans quelque chambre cadenassée, loin de la lumière du soleil qui avait si souvent léché l'or éclatant de sa chevelure ondée? Quelle dérision sans mesure! Un instant, il songea à prier pour que cessât l'horrible sympathie existant entre lui et le portrait. Une prière l'avait faite, peut-être une prière le pouvait-elle détruire? Cependant, qui, connaissant la vie, hésiterait pour garder la chance de rester toujours jeune? Quelque fantastique que cette chance pût paraître, à tenter les conséquences que ce choix pouvait entraîner. D'ailleurs, cela dépendait-il de sa volonté? Était-ce vraiment la prière qui avait produit cette substitution?
Quelque raison scientifique ne pouvait-elle l'expliquer? Si la pensée pouvait exercer une influence sur un organisme vivant, cette influence ne pouvait-elle s'exercer sur les choses mortes ou inorganiques? Ne pouvait-elle, les choses extérieures à nous-mêmes, sans pensée ou désir conscient, vibrer à l'unisson de nos humeurs ou de nos passions, l'atome appelant l'atome dans un amour secret ou une étrange affinité? Mais la raison était sans importance. Il ne tenterait plus par la prière un si terrible pouvoir. Si la peinture devait s'altérer, rien ne pouvait l'empêcher, c'était clair. Pourquoi approfondir cela? Car il y aurait un véritable plaisir à guetter ce changement. Il pourrait suivre son esprit dans ses pensées secrètes. Ce portrait lui serait le plus magnifique des miroirs. Comme il lui avait révélé son propre corps, il lui révélerait sa propre âme. Et quand l'hiver de la vie viendrait sur le portrait, lui resterait sur la lisière frissonnante du printemps et de l'été. Quand le sang lui viendrait à la face, laissant derrière un masque pallide de craie aux yeux plombés, il garderait la splendeur de l'adolescence. Aucune floraison de sa jeunesse ne se flétrirait, le pouls de sa vie ne s'affaiblirait point. Comme les dieux de la Grèce, il serait fort, et léger, et joyeux. Que pouvait lui faire ce qui arriverait à l'image peinte sur la toile? Il serait sauf. Tout était là. Souriant, il replaça le paravent dans la position qu'il occupait devant le portrait, et passa dans la chambre où l'attendait son valet. 1 heure plus tard, il était à l'opéra, et Lord Henry s'appuyait sur le dos de son fauteuil. Fin du chapitre 8, enregistré par Pauline Latournerie.